c'est bon, on commence à être à peu près au complet. Voilà, donc Bonjour. bonjour à toutes et à tous. Donc Bonjour. bienvenue à ce premier webinaire de la journée. Bonjour Madame Gosselin. Donc là, en fait, on a prévu une journée donc, avec l'APESA, l'ADEME et la DRAF, une journée de deux modules de webinaire. Donc un premier webinaire qui est maintenant de 10h à 12h sur un peu sensibilisation avec plusieurs points. Je vais vous présenter l'ordre du jour juste après. Et aussi, du coup, vous donner des idées concrètes d'outillage à mobiliser pour se diriger vers une restauration collective durable en Nouvelle-Aquitaine, mais du coup, pas que forcément. Donc, ce premier webinaire, donc il y a beaucoup de contenu, donc on va essayer d'être voilà, tous un peu assez rapide dans nos présentations. Peut-être si tout le monde peut couper les micros dans un premier temps. Donc voilà, on va essayer d'être assez bref dans nos présentations et assez complet malgré tout, pour laisser aussi suffisamment de temps aux questions-réponses. On a prévu un peu 40 minutes de questions-réponses à la fin. Voilà. Donc une première partie sur le contexte de l'étude, un deuxième point réglementaire qui sera présenté par Frédéric Bazy de l'APESA, un point qui sera présenté par l'ADEME sur les contenants plastiques et leurs alternatives, un point également par l'APESA, Frédéric Bazy, donc sur la gestion des contrats dans un contexte de fluctuation des prix, et ensuite du coup une présentation de la DRAF sur la plateforme Ma Cantine, puis du coup le CREPAC qui est le gaspillage alimentaire. Je fais rentrer les nouvelles personnes. Bienvenue aux personnes qui nous ont rejoints. Donc voilà pour le sommaire de ce premier webinaire. Donc très rapidement, un bref retour sur la mission qui avait été menée en 2020, avec du coup un panorama qui avait été mené sur la restauration collective privée en Nouvelle-Aquitaine. Donc ça semblait important de faire cette petite présentation, parce que là aujourd'hui, du coup, on avait voulu, sur les deux webinaires, du coup, emmener les gestionnaires de la restauration collective privée et de la restauration collective publique pour faire rencontrer les acteurs. Et cet après-midi, pouvoir vous faire échanger entre vous. Donc, voilà, de donner un panorama et de cartographier les acteurs de la restauration collective privée. Donc, par département, il y avait ce détail qui avait été mené. Ensuite, du coup, il y avait eu des échanges qui avaient été menés, échanger avec eux, de voir les actions qu'ils avaient mis en place, etc., un peu leur spécificité, et de pouvoir faire un peu un cahier de recommandations sur les acteurs qui avaient été emmenés dans cette première étude. Là, vous voyez un peu l'ensemble des acteurs qui avaient participé à cette première étude, donc avec 14 prestataires, 5 fournisseurs et 6 clients. Donc les bilans de l'étude, c'était les freins à la mise en œuvre de la loi Egalim. Il y avait un écart qui avait été perçu entre les souhaits, les ambitions des clients, des acheteurs de prestations, et aussi les contraintes des prestataires, notamment du coup en matière d'approvisionnement en produits bio. Et on se rend bien compte qu'avec le contexte actuel de la guerre en Ukraine, c'est d'autant plus décuplé à l'heure actuelle. C'est problématique. Un manque de connaissance aussi du tissu local, des producteurs locaux et la nécessité de structurer des filières locales en circuit court. Donc là, c'est aussi l'idée d'aujourd'hui de faire rassembler les acteurs et de pouvoir vous faire échanger, vous faire rencontrer. Et ensuite, d'autres problématiques qui ont été identifiées, comme la limitation du gaspillage alimentaire, la gestion des biodéchets et la méconnaissance des filières de collecte et de traitement des biodéchets. Donc là, il y avait eu une fiche de synthèse qui avait été élaborée et qui va être publiée prochainement par l'ADEME, sur laquelle on a travaillé dans le cadre de cette étude. Et enfin, du coup, les axes de travaux à poursuivre, c'est favoriser la prise en compte par tous du contexte réglementaire et des contraintes organisationnelles. Mais là, du coup, les contextes réglementaires, on sent qu'il est quand même bien connu par rapport à l'ensemble des acteurs avec qui on échange durant nos études.
Et on se rend compte qu'en fait, maintenant, c'est plus des besoins d'avoir en fait des actions concrètes en tête et de savoir comment faire, vraiment comment mettre en place ces actions. Il y avait aussi un point sur permettre aux prestataires de la restauration privée de se mettre en relation et de partager les retours d'expérience. Donc d'où l'idée aussi de poursuivre ces études et de créer des temps d'échange avec des comités techniques ou des journées comme celle-ci. Et ensuite, faciliter l'identification de leviers communs à mettre en œuvre pour contribuer à développer sur le territoire une offre alimentaire plus durable. Donc là aussi, il y a des réponses qui sont menées, notamment avec les projets alimentaires territoriaux, que j'imagine vous connaissez bien et qui gagnent de plus en plus de terrain et qui se développent. Voilà. Donc en fait, la mission de 2022, ça a été une continuité du coup de ce qui avait été mené, des bilans qui avaient été formulés. Donc il y avait 5 phases en fait qui nous ont été demandées par l'ADEME et la DRAF. Donc c'est la réalisation d'un closier type sur lequel on parlera notamment cet après-midi dans un des ateliers. La solution, un guide de solutions et de collecte de valorisation des biodéchets en Nouvelle-Aquitaine. Donc là, ce document va être publié prochainement, je vous en parlais. La mise en point d'une formation, donc en fait, c'est la journée d'aujourd'hui qu'on a préféré basculer en webinaire par souci de disponibilité de tous les acteurs. Donc voilà, on préférait basculer sur un format de double webinaire pour cette journée. Il y aura donc sûrement un nouveau webinaire, alors avant la forme qui prendra. Et puis une organisation d'une conférence régionale qui aura lieu du coup, soit à la fin de l'année, soit début 2023. Le planning n'est pas encore fixé sur ces parties-là. Voilà, donc les acteurs, je vous les ai présentés. Nepsen, nous, on est un bureau d'études en transition environnementale sur plusieurs panels de la transition, mais notamment du coup tout ce qui est lié au climat. Donc voilà, on est plus des généralistes de la transition environnementale. Et donc on travaille en partenariat avec l'APESA. Frédéric Bazy, du coup, si tu veux présenter en quelques mots. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc en effet, ma collègue et moi qui interviendra tout à l'heure, nous faisons partie d'une structure qui s'appelle l'APESA, qui est une structure associative basée en Nouvelle-Aquitaine. Et en fait, parmi nos missions, notre expertise, nous, on est spécialisé dans la commande publique durable. Et à ce titre, nous sommes en charge du développement et de l'animation du réseau 3AR, donc, qui est un réseau qui couvre toute la Nouvelle-Aquitaine et qui accompagne toutes les structures soumises à la commande publique, donc les établissements hospitaliers, les collectivités territoriales, un certain nombre d'administrations qui ont notamment sous leur responsabilité la gestion d'outils de restauration collective. Donc, nous accompagnons toutes ces structures soumises à la commande publique à intégrer à leur contrat d'achat les évolutions réglementaires, mais également donc des objectifs soit liés à la loi, soit liés à des objectifs politiques propres à la structure, à intégrer donc des objectifs environnementaux et sociétaux à tous les contrats de la commande publique. Donc, en restauration collective, le sujet de la loi Egalim est un élément très fort, puisque voilà, forte ambition en termes de responsabilité sociétale et obligation puisque c'est une loi. Voilà. Romain, je te recède la parole du coup. Oui, pour aller un peu plus dans le détail sur ce que propose le réseau 3R, c'est important de le souligner, de le détailler en effet, puisqu'on est parmi les personnes qui sont réunies aujourd'hui dans ce webinaire, on retrouve tant des donneurs d'ordre, des acheteurs que des fournisseurs. On aura plusieurs fois l'occasion de faire des tours de table. Oui, pardon? Oui, Romain, tu disais? Non, c'est bon? Non, non, c'est bon, vas-y. Si tu pouvais revenir à la diapo précédente du coup. Voilà, donc puisqu'on a autour de la table des acheteurs et des fournisseurs, aller un tout petit peu plus dans le détail de ce que propose le réseau 3R. Évidemment, le rôle principal, c'est de faciliter le retour d'expérience, d'organiser des événements, des formations pour que les donneurs d'ordre puissent monter en compétences
sur les sujets que j'évoquais juste avant, donc les enjeux environnementaux et sociétaux intégrés à leur contrat. Plus précisément sur notre sujet aujourd'hui de la restauration collective, nous organisons des cycles de webinaires dédiés aux acheteurs. Et là, je m'adresse aussi aux fournisseurs, puisque dans le cadre de ces travaux, ce que l'on fait, c'est que l'on aide les acheteurs publics à mieux structurer leur sourcing pour mieux vous identifier, mieux identifier vos savoir-faire, vos capacités, vos problématiques, et on les aide également à clarifier la rédaction de leurs appels d'offres pour que vous receviez également des consultations, des mises en concurrence qui soient compréhensibles, qui permettent aussi de répondre clairement à des attentes clairement formulées. Il y a vraiment un enjeu très fort. On a beaucoup d'acheteurs qui n'ont pas les capacités humaines toujours disponibles pour pouvoir faire des contrats à jour sous l'angle des évolutions réglementaires et toujours très solides et clairs au niveau juridique, ce qui pose des problèmes aux entreprises qui souhaitent répondre à ces consultations. Donc il y a vraiment ce côté appui, professionnalisation des acheteurs publics à travers ces cycles de webinaires. Cette année, en complément et en parallèle finalement de ce projet qui nous réunit ce matin, dont un des objectifs est, comme le rappelait Romain, à terme, la publication d'un closier commande publique, d'un closier contractualisation, parce que les clauses qu'il y aura dans ce closier seront également utiles aux acheteurs du privé qui ne sont pas soumis à la commande publique, mais qui souhaitent consolider leur contrat d'achat sous l'angle des enjeux égalim et sociétaux. De ce fait, ce closier que l'on va travailler ensemble, là, dans le cadre de notre travail coordonné par Nepsen, c'est également un travail que 3R mène avec des acheteurs publics qui sont soit en gestion concédée, soit en gestion en régie, pour pouvoir spécifiquement travailler sur les contrats de la commande publique. Donc là, le closier que l'on va construire ensemble à travers le projet Nepsen pourra s'alimenter des avancées. On pourra mutualiser un petit peu voilà, tout ce temps de travail, cette matière grise pourra être mutualisée dans le cadre de ces deux projets. Donc voilà, côté 3R sur la restauration collective, sachez que donc, pour résumer, on anime des webinaires de montée en compétences et que l'on a pour objectif de construire des closiers adaptés aux approvisionnements en régie ou en gestion concédée. Voilà pour ce qui est de 3R et de sa place dans ce groupe de travail Nepsen. Merci Romain, je te recède la parole du coup. Romain, est-ce que tu es toujours avec nous? Alors, est-ce que vous m'entendez? Il est parti. Ouais. Il est parti, lui. Ouais, il a dû déconnecter. Ouais. J'ai l'impression qu'il a disparu d'un seul coup, mais j'avais un petit doute, vous voyez. Donc, on n'a plus vraiment le support sous les yeux. Moi, je peux partager mon écran. Voilà, vous me confirmez si vous voyez les diapos à l'écran. Oui. Parfait. Oui, c'est bon. Voilà, ça me permet de reprendre la main directement, hein, comme ça. Je vais l'afficher en plein écran. Pardonnez-moi, vous me confirmez, hop là, que vous le voyez. Excusez-moi. Ah, Romain, tu es revenu? Oui. Désolé. Non, mais comme tu avais peut-être un petit souci de connexion, du coup, j'ai commencé à... Enfin, j'allais poursuivre, en fait, pour pas que tu sois trop embêté. OK. Pour les objectifs de ce webinaire, est-ce que tu souhaites en dire un mot ou oui, rapidement, oui. du coup, je commençais à le faire. C'était du coup, effectivement, les objectifs du webinaire. Parce que si madame... Attends, il y a peut-être des micros à couper, là. Ouais. Et puis toi, tu peux peut-être couper ta vidéo si jamais tu as un peu de flux de connexion. Ouais, non, mais là, du coup, c'est réparé, effectivement. Donc, c'était sensibiliser et partager des solutions concrètes pour faciliter le passage à l'action. Donc là, du coup, sur les groupes de travail qu'on a menés. Madame Despagne-Gatti, si vous pouvez couper votre micro, s'il vous plaît. Pardon, excusez-moi, il y a du bruit derrière, je suis désolée. Merci. Voilà, donc c'était un souhait qui avait été exprimé par les groupes de travail qu'on menait. C'était vraiment là, du coup, l'aspect réglementaire est connu. Mais là, du coup, c'est vraiment partir sur des solutions concrètes. Donc, faire se rencontrer les acteurs de la restauration publique et privée, échanger sur les leviers mobilisables et les freins, et identifier des actions communes pour la suite et voir en fait comment du coup les réseaux, du coup le réseau 3R et le groupe de travail de la restauration collective privée que nous avons actuellement, du coup aussi voilà, se monter en compétences et se diriger vers des offres communes, ou en tout cas des solutions communes.
Voilà. Frédéric, du coup, je te laisse poursuivre. Donc en effet, je poursuis sur le petit retour, le petit tour d'horizon de la réglementation. Alors je vous rassure tout de suite, je ne vais pas y passer trop de temps non plus, puisque je pense que la loi Egalim, ça y est, tout le monde est bien au fait de son impact, de ses objectifs. Juste un petit tour d'horizon, puisqu'en effet, avec la publication en août dernier de la loi climat et résilience, il y a eu quelques ajustements et quelques impacts collatéraux sur des objectifs de la loi Egalim. C'est pour ça qu'on souhaitait vous en redire un mot ce matin, sans pour autant y passer trop de temps. Si on regarde pour nos collègues fournisseurs qui sont réunis ce matin, ce tableau qui récapitule un peu par typologie de clients et par typologie côté donneur d'ordre, acheteur présent aussi ce matin, on a une colonne qui en fait fait un peu ce tri là de vous voyez, restauration scolaire de la maternelle au lycée, établissement d'accueil des enfants de moins de 6 ans, jusqu'aux autres établissements privés non mentionnés donc dans certains cadres législatifs. Ça vous permet d'avoir un peu le profil des différents donneurs d'ordre et le profil de vos différents clients en fonction de comment vous vous situez là autour de la table. Et vous avez des petites cases qui sont bleutées, qui nous permettent de voir si les structures qui sont organisées par typologie sont soumises à ces obligations. Donc, vous voyez ce tableau qui est actualisé suite à la publication de la loi climat, nous donne quand même un certain nombre de mesures qui ont été adoptées dans le cadre de la loi Egalim et d'échéances de mise en place. Donc, on retrouve les grandes thématiques, les approvisionnements en termes de produits de qualité sous signe de qualité ou pour 20% d'entre eux conformes aux principes de l'agriculture biologique. Ça, ce sont des objectifs d'approvisionnement de qualité de produits qui étaient prévus pour le 1er janvier dernier. On aura l'occasion évidemment de reparler de tout ça dans la journée. Là, c'est plus un rafraîchissement de mémoire. L'obligation d'informer les convives, et notamment les parents d'élèves, pour ce qui est du milieu scolaire, c'était au 1er janvier 2020, donc la capacité de pouvoir communiquer finalement la nature et la qualité, les signes de qualité des denrées alimentaires qui étaient servis. Donc ça, c'est une obligation faite aux gestionnaires de restaurants, de pouvoir communiquer dans les cycles de menus affichés et communiquer aux parties prenantes la qualité de ces denrées alimentaires. L'affichage expérimental de la nature des produits au moment du service, ça c'était pareil, c'était une échéance qui était antérieure, du 19 au 21 octobre, au 31 octobre 2021, c'était une phase d'expérimentation. Ensuite, l'information nutritionnelle, qui devait être communiquée ou en tout cas connue, c'était un objectif fixé au 30 octobre 2018. Le plan pluriannuel de diversification des sources de protéines à travailler avec des équipes de nutritionnistes, donc c'était au 1er ou au 30 octobre 2018, à condition que l'on soit dans un restaurant d'une capacité supérieure à 200 couverts par jour. Voilà, donc bon, on voit là que toutes les structures quasiment étaient concernés par ces obligations-là. L'expérimentation d'un menu végétarien une fois par semaine, c'était une expérimentation du 1er novembre 2019 au 1er novembre 2021. Ça a été pérennisé, on en redira un mot juste après. Ça ne concernait au début donc que la restauration scolaire, et toujours d'ailleurs, de la maternelle au lycée. L'interdiction des ustensiles en plastique à usage unique, là, pour nos fournisseurs, on n'est pas dans la chaîne d'approvisionnement, la chaîne logistique, la chaîne de conservation. On est bien sur la transformation, la préparation, le service et la conservation éventuelle dans le cadre de cuisine centrale desservant des cuisines satellites. Donc voilà, là on était sur une interdiction des fournitures en plastique sur ce qui se passe une fois qu'on est sur site de restauration. Autres éléments, donc l'interdiction des bouteilles d'eau plate en plastique. Bon, voilà, il y a eu évidemment sur le terrain, derrière, il y a des ajustements en période de Covid, etc. Il y a eu des sites, des situations dans lesquelles il a été nécessaire de maintenir ce type de fourniture. Hein, là, on se rafraîchit la mémoire sur les objectifs réglementaires. Après, les pratiques sur le terrain, on aura l'occasion d'en parler dans la journée, bien sûr. L'interdiction des contenants alimentaires en plastique. Donc là, on est sur exactement ce que je vous disais juste avant, quand on est sur site de restauration, au 1er janvier 2025 pour la majeure partie des collectivités, avec une petite dérogation jusqu'au 1er janvier 2028 pour les collectivités qui seraient de taille plus modeste, en dessous de 2000 habitants. Cependant,
on en discutera aussi. Et ensuite, on a nos collègues de l'ADEME qui font une intervention spécifique sur ce contexte du plastique. C'est important pour vous, d'un point de vue de vos pratiques, d'un point de vue économique, du point de vue de ce que ça impacte en termes de gestion, de pouvoir progressivement sortir du plastique. Donc, on a encore quelques années devant nous pour avoir cette approche progressive. Donc, ne perdons pas de temps pour éviter un changement trop brutal des pratiques. On le cite souvent comme exemple, le CIVU Bordeaux-Mérignac, ça a été 17 équivalents temps plein en plus pour lui, pour mettre en application le respect de cette ligne de la loi Egalim. 26 000 repas par jour. Diagnostic et démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire. Là aussi, nos collègues donc, du Régal, du CREPAC, en diront après, un mot après, donc je ne reviens pas dessus. L'interdiction de rendre impropres à la consommation les excédents alimentaires encore consommables. Là aussi, on a eu, avec la loi anti-gaspillage et économie circulaire de février 2020 et la loi climat et résilience du mois d'août dernier, des ajustements, dont je dirai un petit mot après. Et pour les grands professionnels, les grands restaurants qui gèrent plus de 3000 repas par jour, l'obligation de pouvoir être en capacité d'élaborer des conventions de donation aux entreprises qui sont habilitées à recevoir les excédents alimentaires. Donc, les quelques nouveautés à considérer. Donc, comme je vous le disais, la première mesure que j'ai rappelée juste avant sur la loi Egalim, c'est au plus tard, en janvier dernier, nous étions censés être au moins 20% de produits bio dans les restaurants collectifs, donc mentionnés juste avant. Au moins 50% de produits sous signe de qualité. On est bien sur 20% du total des approvisionnements et pas 20% des 50% sous signe de qualité, ce qui nous ramènera à 10% du total. Donc, on est bien à 20% de produits bio. Et donc, ce qui a été nouveau lié à la loi climat et résilience sur cette première ligne, c'est-à-dire la qualité des denrées alimentaires, c'est au plus tard, au 1er janvier 2024, au moins 60% du budget de la ligne dédiée aux viandes et produits issus de la pêche. Donc, au moins 60% du budget devra être consacré à des produits dits durables et de qualité. Ça aussi, on pourra en discuter. Je donne un exemple concret pour illustrer mes propos. Si on est en viande bio, on est bien sûr considéré comme un produit durable et de qualité. Mais si on est un produit bleu blanc cœur, la question se pose. Donc, et on a des réponses partielles apportées par bleu blanc cœur. Pour illustrer ce que je vous disais, aujourd'hui, si on est estampillé, labellisé bleu blanc cœur, ça ne suffit pas à être un produit considéré comme Egalim. Ce n'est pas un signe de qualité comme le label rouge ou un IGP par exemple. En revanche, Bleu Blanc Cœur a travaillé avec certaines filières sur certaines catégories de produits d'élevage, certaines volailles par exemple, a travaillé sur l'analyse environnementale du cycle d'élevage respectant le cahier des charges Bleu Blanc Cœur, en travaillant sur certains intrants alimentaires spécifiques pour ces élevages. Et sur la base de cette analyse environnementale de ces modes d'élevage, a pu produire un rapport, une méthodologie pour ces producteurs engagés dans Bleu Blanc Cœur, afin de montrer que leurs produits étaient moins impactants sur l'environnement et donc plus durables et plus qualitatifs. Bon. De ce fait, dans le cadre de cette mention de la loi climat, produits durables et de qualité, certaines filières Bleu Blanc Cœur, évaluées selon cette méthodologie qu'ils ont développée, rentrent bien dans cette définition des produits durables et de qualité. Mais certains Bleu Blanc Cœur qui n'ont pas fait cette évaluation spécifique ne sont pas considérés officiellement comme durables et de qualité. Donc vous voyez, on arrive dans quelque chose qui est un peu pointu techniquement et pointu donc juridiquement. Donc il y aura, voilà, sur cette mention produits durables et de qualité, encore beaucoup de travail à mener ensemble pour bien comprendre de quoi il s'agit et bien comprendre qu'est-ce qu'on pourra contractualiser, qu'est-ce qu'on pourra mettre comme exigence dans les contrats. Les signes de qualité, voilà, je les rappelais rapidement. Là où il y a une évolution par rapport à la loi climat, donc on avait déjà tout ce qui est sous forme de pictogramme présenté ici. Ce qui est nouveau, c'est que les produits issus du commerce équitable sont désormais des produits considérés comme égalimables, ce qui n'était pas le cas avant la loi climat du mois d'août dernier. Donc c'était important de souligner ici. Si vous avez des fruits du type, des fruits exotiques comme des bananes, produits assez classiques, issus du commerce équitable, vous êtes égalim, même si cette banane n'est pas bio.
par exemple. Donc voilà, ça c'est important de le souligner. Et après, tout ce qui est sucre, tout ce qui est épicerie, tout ce qui est farine, puisqu'on a des farines françaises issues du commerce équitable, tout ce qui est thé, café, chocolat, etc., tout ça, ça rentre dans la comptabilité Egalim. Et ce sont des produits souvent très disponibles, le sucre également, qui sont très disponibles sur le marché et issus du commerce équitable. Et l'autre élément important, c'est que, et c'est là où on aura d'un point de vue méthodologique à creuser ensemble dans les années qui viennent, ça rejoint ce que je disais juste avant sur les produits bleu blanc cœur, les produits dits durables et de qualité. Là, c'est que on peut comptabiliser comme Egalim des produits dont la performance en matière de protection de l'environnement est vérifiée. Donc ça rejoint, vous voyez, ce travail spécifique fait sur certaines filières bleu blanc cœur, mais également les produits issus d'approvisionnement direct, ce qu'on appelle les circuits courts, mais au sens pas géographique, au sens du nombre d'intermédiaires entre le producteur et le client. Donc, les collègues fournisseurs qui ont la capacité de contractualiser avec des coopératives sur le territoire pourront réduire un peu ce nombre d'intermédiaires entre le producteur et leurs clients en travaillant sur ces filières qui sont organisées via des coopératives locales. Voilà. Donc ça peut être une stratégie à creuser que, bien entendu, les collègues les collègues fournisseurs autour de la table ont déjà travaillé, hein, les approvisionnements locaux à travers un maillage de producteurs, de coopératives, etc., de grossistes, ça se fait déjà. Mais c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, voilà, quand on consolidera ça et que l'on proposera à des acheteurs du public des approvisionnements les plus directs possibles, ça leur permettra d'être conformes aux préconisations de la loi Egalim. Donc c'est à souligner en termes de nouveautés, bien entendu. Je souligne aussi sur la notion de durabilité, de protection de l'environnement des produits, que l'État s'est engagé, au moment de la publication de la loi climat, à proposer des outils aux acheteurs publics et qui, par ricochet, serviront aux acheteurs du privé, à proposer des outils qui permettent de travailler sur des achats de denrées alimentaires plus performants d'un point de vue du coût environnemental. Donc on attend, on n'a pas de nouvelles, on est en veille, les réseaux comme 3R, sur ce que produira l'État d'un point de vue de cet outillage qui permettra d'évaluer la durabilité de certains produits, certaines denrées alimentaires, certains produits agricoles, et donc d'être sur cette notion de performance environnementale des produits, qui permettra d'être Egalim et d'avoir des outils concrets de contractualisation et d'évaluation, de comparaison des offres fournisseurs d'un point de vue de la durabilité des produits. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. On n'a pas cet outillage. Donc on l'a au cas par cas parce qu'on a des acheteurs du public qui travaillent sur des critères, des clauses de durabilité sur l'impact des approvisionnements. Et nous, les réseaux, on travaille là-dessus. Nos clausiers ont cet objectif aussi, mais on n'est pas forcément outillés sur tout. Frédéric, je me permets juste au niveau du timing, on a Ouais, j'ai fini. Sur le... Ouais, j'ai fini là. Sur l'information des usagers, affichage en permanence dans le restaurant des produits durables et de qualité issus des projets alimentaires territoriaux. Donc, dès le 1er janvier 2022, vous voyez, il y a eu un niveau d'ambition augmenté sur le fait que l'information des usagers doit être pérennisée. Donc, en permanence, on doit avoir ces indicateurs de taux de produits durables dans les approvisionnements. Donc, c'est quand même et produits issus de projets alimentaires territoriaux. Donc, on est sur une amélioration de la qualité et une systématisation de la qualité de l'information aux convives. Autre élément, le plan pluriannuel de diversification des protéines, ça on l'avait évoqué, et l'expérimentation du menu végétarien. Comme je vous le disais aujourd'hui, cette expérimentation d'un choix végétarien par jour, obligation d'un menu végétarien quotidien pour les services de restauration qui proposent habituellement plusieurs menus au choix à partir du 1er janvier 2023. Donc vous voyez, non seulement on n'est plus dans l'expérimentation, on est dans la pérennisation de ce système, mais on n'est plus sur une expérimentation hebdomadaire, on est sur une proposition quotidienne. Voilà. Et on est bien entendu, parce qu'il y avait des interprétations, on est sur soit végétarien, soit un menu carné ou autre. Voilà. Il y avait eu des interprétations où certaines collectivités s'étaient mis la pression en disant bah oui, mais on est en menu végétarien, donc il n'y a pas d'autre chose que le végétarien aujourd'hui. Non, il pouvait y avoir une alternative. Sur le gaspillage alimentaire, je ne reviens pas dessus parce que justement, comme le rappelait Romain, on a un timing à tenir et on a surtout la chance d'avoir nos collègues du CREPAC qui animent le réseau Régal spécialisé dans le gaspillage alimentaire qui va intervenir sur ce sujet. L'interdiction des contenants alimentaires en plastique, en cuisine, en service, etc. Je ne reviens pas dessus non plus puisque nos collègues de l'ADEME vont intervenir dessus également. Et je vous ai déjà, de toute façon, fait le rappel du calendrier concernant ces objectifs spécifiques.
Pour conclure, sur la partie commande publique, et qui par ricochet aura un impact sur nos contrats du privé, je vous rappelle que nous avons, au mois de mars dernier, un plan national pour des achats durables qui a été publié pour la période 2022-2025 et qui, en fait, accompagne les acheteurs publics à atteindre les objectifs de la loi climat concernant la commande publique. Pour résumer, et ce sera un peu le mot de la fin, pour 2025, il y a 2 objectifs de la loi climat qui sont donc accompagnés et outillés grâce à ce plan national pour des achats durables. C'est 100% des marchés notifiés en 2025 devront comporter une clause ou une disposition environnementale, un critère d'attribution ou une clause, spécification technique ou conditions d'exécution relatives aux enjeux environnementaux. Et dans pour ce qui concerne ces mêmes marchés, 30% devront comprendre des considérations sociales. Alors ça, on pourra en parler cet après-midi, mais pour nos collègues fournisseurs, vous allez peut-être voir se systématiser dans vos marchés, par exemple, des clauses d'insertion. Vous devrez accueillir en insertion des personnes pour réaliser votre contrat. Ça se passera très bien, je vous rassure, et puis vous le faites déjà souvent par ailleurs. Mais ce ne sont pas uniquement les clauses sociales, hein. Ça pourra être d'autres choses, ces considérations sociales. Pour les collègues acheteurs, ça pourra peut-être être réserver des lots ou des marchés à des structures de l'insertion ou du handicap. Ce sera aussi des considérations sociales. Voilà. Mais gardez en tête la systématisation de l'intégration des enjeux environnementaux dans tous les contrats de la commande publique. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est la loi, c'est une obligation. Ce n'est pas un engagement politique, c'est un respect de la loi. Voilà. Avant, on devait se justifier de faire du développement durable dans les contrats de la commande publique. Aujourd'hui, il faut se justifier de ne pas l'avoir fait. Voilà, donc c'est vraiment, d'un point de vue historique, quelque chose qui va se professionnaliser dans les contrats de la commande publique et notamment en restauration collective. Donc. Voilà ce qu'on pouvait partager avec vous en termes de petit éclairage sur la réglementation, commande publique et restauration collective ce matin. Romain, je te recède la parole. J'arrête mon partage d'écran pour que tu reprennes la main. Ouais. Merci beaucoup, Frédéric. Donc, du coup, effectivement, je reprends la main pour le partage d'écran et pour lancer maintenant donc Madame Perrine Colomé-Régis de l'ADEME qui va nous présenter la partie sur les contenants plastiques et leurs alternatives. Je vous laisse la main. Vous me dites quand vous voulez que je passe les diapos. Ça marche. Merci beaucoup, Romain. Bonjour à toutes et à tous. Donc, Perrine Colomé-Régis, je suis chargée de mission économie circulaire pour l'ADEME Nouvelle-Aquitaine. Et donc là, dans les 10 minutes qui vont arriver, je vais vous présenter un petit peu là, à la fois la réglementation, sans rentrer trop dans le détail parce que Frédéric l'a bien présenté, mais surtout comment on peut faciliter le passage à l'action grâce aux aides de l'ADEME pour les contenants et les emballages en plastique. Donc là, on va faire un focus contenant. Donc, Romain, c'est bon, vous pouvez passer à la slide suivante. Encore. Donc, je ne vais pas passer trop de temps là-dessus parce que ça a déjà été présenté par Frédéric, mais en gros, on a une réglementation aujourd'hui, vous le savez, qui évolue, que ce soit avec AGEC ou avec Egalim, pour faire évoluer en fait l'utilisation des emballages et du coup supprimer ou réduire le plastique. Alors, dans le cadre de la loi AGEC, on a un objectif de tendre, enfin même d'atteindre la fin de mise sur le marché d'emballage en plastique à usage unique d'ici 2040. On a aussi des objectifs pour les bouteilles, que ce soit de les réduire ou d'incorporer de la matière première de recyclage. Et puis, on a aussi des objectifs en termes de réemploi. 5% en 2023, 10% en 2027. Pour le portage de repas à domicile, on va avoir des objectifs de pouvoir proposer les repas dans des contenants réemployables à partir du début de cette année. À la slide suivante, on voit que le décret qui a été pris dans le cadre donc, de la loi AGEC, le décret 3R, réduire, réutiliser, recycler, pour les emballages plastiques à usage unique, on voit du coup des objectifs précisés. Donc un souhait d'avoir 20% de réduction des emballages plastiques à usage unique en 2025. Les moyens d'y arriver, c'est soit de supprimer le plastique, de réduire ou de substituer par un autre matériau ou de passer sur une solution de réemploi. Sachant que voilà, la moitié de cet objectif sera atteint via le réemploi. Et on a aussi une volonté de supprimer 100% des emballages plastiques à usage unique dits inutiles d'ici 2025. Donc inutiles, c'est ceux qui n'ont pas de fonction technique essentielle. Et enfin, il faut que des filières de recyclage soient opérationnelles pour les emballages en plastique à usage unique à partir de janvier 2025. Donc ça, c'était pour la loi AGEC. Dans le cadre de la loi Egalim, c'est à la slide suivante,
On voit des objectifs également qui concernent les contenants et les emballages, notamment dans le 5e volet de la loi, qui concerne du coup la réduction de l'utilisation du plastique dans le domaine alimentaire. Donc dans la slide suivante, on voit un peu plus de détails, notamment l'interdiction des contenants alimentaires de cuisson, de réchauffe et de service en plastique pour la restauration co, pour les établissements scolaires, universitaires et établissements d'accueil des enfants de moins de 6 ans pour 2025. On a aussi l'interdiction des touillettes et des pailles en plastique, je n'entrerai pas trop dans le détail, et des bouteilles d'eau en plastique dans les cantines scolaires à partir de 2020. Voilà, donc ça c'est pour poser le cadre. Donc maintenant, comment on fait? Donc en effet, slide suivante, c'est parfait. Donc on a 3 possibilités pour atteindre ces objectifs, soit en réduisant, quand le plastique est encore possible et qu'on n'a que des objectifs de réduction, soit en substituant par un autre matériau, soit en passant par un système de réemploi. Et à la slide suivante, on va voir comment du coup l'ADEME peut vous accompagner sur l'atteinte de ces objectifs. En fait, l'ADEME, dans le cadre du plan de relance, a lancé une aide pour du coup le réemploi, la réduction et la substitution du plastique dans les emballages et les contenants à usage unique. Donc ça a été lancé en 2020. C'est un dispositif d'aide qui se termine bientôt, puisqu'il devait se terminer normalement à la fin de l'année, mais potentiellement que ça se terminera à la fin du mois de juin. Donc, je vais rentrer un peu plus dans le détail, donc d'ici quelques jours. On va pouvoir venir vous aider sur une partie études ou investissement. Donc, on peut passer à la slide suivante, merci. Pour justement pouvoir réfléchir à des solutions pour réduire ou supprimer le plastique. Donc, qui est concerné par cette aide-là? Donc, soit les entreprises, dont les conditionneurs et la restauration, donc là, dans le cas qui nous intéresse aujourd'hui, et puis les collectivités territoriales qui ont une compétence restauration collective, également les établissements de santé. Slide suivante, s'il vous plaît. Donc, je vous disais tout à l'heure qu'on va pouvoir vous aider sur une partie études. En effet, avant de se lancer sur des investissements, il sera nécessaire pour l'ADEME d'avoir en fait éprouvé et en tout cas démontré que les investissements seront pertinents d'un point de vue économique, environnemental, social, technique. Et donc, on va pouvoir vous aider sur cette partie d'études, soit des études de faisabilité, soit carrément des études d'expérimentation. Donc là, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais vous avez à l'écran les dépenses qui peuvent être éligibles dans le cadre de cette aide-là, les taux d'aide et les plafonds que nous pouvons avoir. Donc là, c'est pour venir tester une solution avant de pouvoir la déployer. Ensuite, vous pouvez passer à la slide suivante, s'il vous plaît. Voilà, bon là j'ai mis quelques exemples. En gros, on peut venir aider des études pour réduire le plastique par allègement sur le poids et le volume, ou pour supprimer une partie du plastique. On peut aussi venir aider une étude pour réfléchir à un autre matériau qui remplacera le plastique, ou carrément une étude territoriale pour étudier une solution de réemploi à la place du plastique. Donc voilà, slide suivante pour les investissements. Voilà, donc ensuite, le nerf de la guerre, c'est les investissements. Donc là, on va pouvoir aider différents types d'investissements, soit chez les conditionneurs, soit dans les cuisines et les restaurants. Donc que ce soit en fait du changement d'approvisionnement d'emballage, de l'amélioration ou de l'adaptation d'équipements pour pouvoir mettre en place en fait un autre matériau que le plastique, des infrastructures logistiques pour le réemploi, des équipements pour le réemploi. Voilà, vous avez à l'écran, on va dire, les principaux équipements, les principaux investissements qui vont pouvoir être aidés, et donc avec les taux d'aide en fonction de la taille des entreprises qui sont concernées. Si on passe à la slide suivante, ce qui est très important à savoir, c'est que dans ce dispositif, il faut que la solution qui sera choisie doit être recyclable. C'est indispensable pour pouvoir être éligible au projet. Et ensuite, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce qui est important, c'est qu'on ait pu évaluer en amont les impacts, que ce soit donc environnementaux, techniques, économiques, sanitaires et en lien avec la réglementation du projet. La slide suivante, on verra ce qui n'est pas éligible. Bon, c'est pas exhaustif, mais c'est plutôt parce que c'est les questions qu'on a souvent. On ne peut pas aider tout ce qui va être opération en lien avec les bâtiments, donc en lien avec le bâti, ou l'achat de véhicules, ou alors toutes les dépenses qui ne sont pas liées aux acteurs de la chaîne de conditionnement. Voilà, donc là, c'est pas exhaustif, mais c'est ce qui revient parfois souvent. Si on passe à la slide suivante. Voilà, donc là, c'est plutôt concrètement comment on fait si on a un projet et qu'on souhaite être aidé par l'ADEME. Alors, je vous le disais tout à l'heure, ce dispositif, normalement, courait jusqu'à la fin de l'année. Là, il est possible que les budgets aient été consommés
Donc, du coup, on incite très fortement les porteurs de projets à venir déposer un dossier sur notre plateforme Agir. La plateforme Agir, c'est la plateforme d'aide de l'ADEME où vous retrouvez tous nos dispositifs d'aide. Donc, je vous ai mis le lien vers la plateforme. Donc, si vous avez déjà un projet identifié, je vous invite à pouvoir faire un dépôt, même en mode brouillon. Vous verrez, vous pouvez, sans valider la demande, déjà faire un mode brouillon d'ici la fin du mois. Donc voilà, il nous reste quelques jours. Il est possible qu'on puisse étudier les dossiers qui seront déposés ultérieurement à l'automne, mais sans garantie sur la possibilité d'aider et nos budgets. Voilà. On conseille aussi fortement d'habitude de faire un échange pré-dépôt avec les équipes, donc en l'occurrence moi pour la Nouvelle-Aquitaine. Au regard des délais, c'est compliqué là d'ici 2 jours d'organiser des échanges. Donc voilà, vous pouvez quand même faire un dépôt sans un échange et on pourra échanger ultérieurement pour que je puisse vous accompagner sur votre projet. Voilà, donc c'était en quelques mots ce que je souhaitais vous présenter. Je ne peux malheureusement pas rester avec vous pour la suite de ce webinaire parce que justement, je suis attendue en commission pour présenter 2 dossiers dans le cadre de ce dispositif-là. Donc, je vous ai mis mon mail et puis je peux rester encore 3-4 minutes pour répondre aux éventuelles questions si c'est OK dans le timing, Romain, vous me dites. Oui, c'est ce qu'on avait prévu voilà. du coup, de prendre quelques minutes le temps que vous étiez disponible. Donc si j'ai vu que Madame Dorothée d'Espagne-Gatti avait peut-être une question d'intervention. Tout à fait. Moi, j'avais une question. Bonjour et merci pour cette présentation. Ma question portait sur la slide précédente où vous disiez que, vous avez écrit que les contenants éligibles devaient être recyclables. Oui. Est-ce que les réutilisables peuvent aussi être éligibles? Parce que l'idée, c'est quand même de pousser, à la prévention des déchets. Et le recyclable, ça reste un déchet. Tout à fait. Alors, c'est-à-dire que même les contenants réemployables doivent en fin de vie, parce qu'il y a un moment où ils vont finir, il faut qu'ils soient abîmés, ils doivent être in fine recyclables. Recyclables, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils peuvent rentrer dans une filière opérationnelle de recyclage. Oui, tout à fait. Typiquement, si vous faites appel à un fournisseur pour des contenants réemployables en plastique ou en inox, le fournisseur doit vous garantir une solution en fin de vie. Voilà, tout à fait, c'est ça. D'accord, ok. Voilà. Et c'est ça, parce que l'idée, c'est, même si en effet on favorise dans le cadre de la pyramide de gestion des déchets, évidemment la prévention et donc le réemploi avant le recyclage, il faut qu'in fine, on puisse s'assurer de la fin de vie du contenant. Voilà. D'accord, ok. Et tout ce qui est, tout ce qui est consignable, tout ce qui est consigne, ça rentre aussi dans ces critères d'éligibilité? Oui, tout à fait. D'accord, ok. Merci. De rien. Vous retrouverez, je ne l'ai pas dit, mais donc du coup, sur le lien que j'ai partagé, vous avez vraiment plus en détail les conditions d'éligibilité. Voilà, il y a un document PDF qui va un peu plus dans le détail. Là, je ne vais pas vous présenter tout ça dans la même partie, mais qui répond à certaines des questions. Et puis, encore une fois, voilà, j'ai mis mon mail. S'il y avait d'autres questions qui devaient venir, n'hésitez pas à me contacter. J'essaierai de répondre rapidement au vu justement des délais sur ce dispositif-là. Et puis, comme je le disais, on pourra toujours échanger postérieurement au dépôt de la demande ou au moins au renseignement en mode brouillon sur notre plateforme. Voilà. Si une dernière question, du coup, si vous avez encore le temps, ou si c'est juste, peut-être. On a encore 1 minute ou 2. Ok. Du coup, si quelqu'un souhaite intervenir ou poser une question. Bon, visiblement, c'est... Merci beaucoup. Puis, je vous souhaite du coup une bonne continuation de webinaire, de formation. Et voilà, je reste disponible par mail ou par téléphone. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous pour votre disponibilité. Merci. Merci. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée. Donc, on va poursuivre du coup. Frédéric, vas-y, je te laisse reprendre la main sur la gestion des contrats dans un contexte de fluctuation des prix. Alors, je ne sais pas si ma collègue Sabrina Charvel a pu nous rejoindre. Sabrina, est-ce que tu es connectée? Oui, je suis là, bonjour. Merci à toi. Donc, comme je te le disais, Romain, on fait un peu une présentation à 2 voix ce matin, donc je vais laisser Sabrina prendre la main sur cette partie gestion des contrats. Voilà. Donc,
on en avait parlé lors de la dernière réunion du comité de pilotage technique. Ce sujet est une priorité tant du côté de nos collègues acheteurs que fournisseurs réunis ce matin sur l'incertitude du contexte, les fluctuations de prix, et de ce fait, un texte avait été publié par Jean Castex au mois de mars, donnant un certain nombre de règles, à la fois des règles du jeu et à la fois un certain nombre d'outillages juridiques. Donc merci Sabrina, à toi de pouvoir venir réaliser cette intervention. Je te cède la parole. Alors du coup, donc bonjour à tous. Donc effectivement, en fin de mars, il y a eu, suite à toutes les hausses de prix, une circulaire qui a été publiée donc le 30 mars 2022, qui était plutôt à destination du gouvernement et des préfets, mais avec une demande donc, du Premier ministre d'une application similaire auprès des collectivités et de leurs établissements publics. Voilà, donc on était sur un certain nombre de règles qui ont été fixées pour essayer d'assouplir les contrats et permettre en fait d'éviter de devoir arrêter les contrats et permettre quand même à tous ces fournisseurs, à tous nos prestataires de pouvoir continuer leur travail, même avec un flux tendu, voilà, de créer des adaptations. Donc c'est ce qu'on va retrouver dans cette circulaire. Donc voilà, donc la mise en œuvre de plusieurs leviers juridiques comme pour lever donc tous ces effets d'aléas économiques suite aux difficultés d'approvisionnement, aux difficultés d'approvisionnement en matières premières, dans le cadre en tout cas des denrées alimentaires, parce qu'il y a un autre secteur qui est concerné, c'est l'énergie. Et aujourd'hui, on est plutôt là pour le côté matières premières. Donc, alors, au niveau de ces principes, donc bien sûr, on ne peut pas appliquer ça pour une raison, voilà, j'ai une difficulté avec mon contrat, c'est vraiment quand on constate qu'il y a une problématique au niveau de cet approvisionnement qui va vraiment avoir on va dire qui va apporter une modification substantielle dans le contrat. Donc là, on va directement pouvoir aller vers donc la première chose, c'est-à-dire faire des modifications dans notre contrat quand il est en exécution. Donc là, on va être pas tout de suite dire voilà, je vais aller renégocier mon prix parce que l'idée, c'est pas non plus d'aller retravailler les prix, mettre en difficulté le fournisseur. Ça va être de voir comment on peut ensemble modifier certains éléments de notre contrat. Particulièrement, ça pourrait être des spécifications techniques. Donc, s'il y a une matière première qu'on n'arrive plus vraiment à trouver, qui est difficile, etc., c'est voir comment on peut trouver une matière première de substitution et donc la remplacer dans notre contrat pour pouvoir pallier à la difficulté de ces aléas économiques et de toutes ces difficultés, quoi. Donc, il va y avoir particulièrement des substitutions. On va aussi pouvoir travailler sur les quantités, revoir en fonction de notre besoin. Est-ce qu'on a vraiment besoin à ce moment-là? Est-ce qu'on peut pas, à ce moment-là de l'année, retravailler sur, plutôt revoir au niveau de nos repas? Est-ce qu'on pourrait pas plutôt, si on a, je sais pas moi, des problématiques en farine, etc., voir si on peut pas aller sur un autre type de repas. Il y a donc aussi au niveau des délais, voir s'il y a des possibilités, alors peut-être pas trop en denrées alimentaires, mais voir si on a des difficultés sur certaines matières premières, comment on pourrait retravailler les délais éventuellement dans les contrats. Donc ça, c'est quelque chose qui se fait aussi. Donc, on a aussi la théorie de l'imprévisibilité qui est amenée dans cette circulaire. Donc, c'est un élément qu'on peut utiliser quand il y a la survenance d'un événement extérieur dit imprévisible. Donc, les problématiques qui s'imposent aujourd'hui rentrent dans ce cadre. Donc, la circulaire nous permet d'utiliser cet élément. Donc là, c'est quelque chose en fait qui se complète pour pouvoir compenser une partie des charges qui sont supplémentaires auprès des fournisseurs. Donc bien sûr, moyennant preuve, etc., il y a tout un mécanisme à mettre en œuvre pour pouvoir mettre en place cette théorie dans un contrat, mais c'est quelque chose qui est possible, même s'il y a des révisions de prix qui sont déjà mises en œuvre dans votre contrat. C'est vraiment quelque chose qui va permettre une indemnité supplémentaire, en fait. Donc, voilà. Par contre, quand on met ça en place, bien, il y aura tout un système de preuves demandé
par l'acheteur public, normal, pour pouvoir pour que le titulaire puisse prouver les charges qu'il a eues de manière supplémentaire. Je pense au niveau du Covid, quand il y a eu toute l'installation des masques, tout le côté hygiénique, etc. Le fait d'apporter des factures, d'apporter des modifications par exemple dans les cuisines collectives, c'était des preuves qui pouvaient être utilisées pour mettre en œuvre un système d'indemnité via la théorie de l'imprévision. Mais là, ça a donc été entériné, acté lors de cette circulaire, dont la possibilité est d'utiliser. Il y a aussi donc on retrouve dans le contrat les modalités de calcul et de versement de cette indemnité. On peut passer à la suivante. Voilà. Donc dans cette circulaire, il y a aussi une alerte sur les pénalités. Donc, on ne peut pas mettre en œuvre des théories, des process pour essayer d'aider si on continue à appliquer les pénalités. Donc là encore, si on est sur une difficulté au niveau de l'approvisionnement, c'est donc un engagement de ne pas appliquer les pénalités qui sont mises en œuvre sur les contrats qui sont déjà actifs et de ne pas mettre de pénalités sur les contrats qu'on va mettre en œuvre, qui ne sont pas encore commencés, mais qui sont prêts à partir sur tous les domaines liés aux matières premières. Ça, c'est un point... dans l'écriture du CCAP, du cahier des clauses administratives particulières. Il y a aussi une volonté forte et une obligation d'aller vers des prix, des marchés où on impose du coup des prix révisables. Alors en denrées alimentaires, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup, mais là, il y a une vraie réflexion demandée auprès des acheteurs de travailler par lot, par type de fourniture, sur comment on va mettre en œuvre la révision de prix et surtout de la mettre en œuvre pour voir comment on peut assez facilement, en tout cas sur une partie des fournitures, lever en tout cas toutes ces difficultés et nous permettre de continuer à faire exister le contrat sans difficulté au niveau des fournisseurs. Donc, au niveau des sourcings, le conseil, voilà, ce sera peut-être d'intégrer, d'ajouter ce levier la révision des prix, comment on peut la mettre en œuvre pour que tout se passe bien et qu'il n'y ait pas une clause qui est complètement en déconnexion avec la réalité. Donc ça, c'est aussi un point qui a été appuyé dans cette circulaire. Donc, il y a aussi l'élimination des clauses qu'on peut voir butoirs ou de sauvegarde. C'est des clauses qui sont souvent des garde-fous de protection pour les acheteurs publics, pour leur dire, voilà, si on dépasse de trop ces pourcentages, hop, on peut sortir du contrat. Là, l'idée, c'est vraiment de les supprimer parce qu'elles vont à contresens avec la volonté d'être sur un contrat qui est plus flexible. Donc c'est tous ces petits points dans l'écriture qui sont listés et qui sont conseillés. Alors, ce qui n'est pas noté, en tout cas, dans cette circulaire, il y a un point qui peut aussi être bien utilisé, c'est la clause de réexamen, qui va directement dans cette logique de pouvoir retravailler lors de l'exécution certains éléments du contrat, tout en évitant un avenant supplémentaire, mais quelque chose qui est encadré. Donc, la clause de réexamen est aussi un point qu'on peut ajouter à cette liste. Est-ce que je peux passer à la suite? Voilà. Donc la DAGE, donc la Direction des Affaires Juridiques, a mis à jour une fiche technique suite à cette circulaire et en connexion avec cette circulaire. Donc vous pouvez la trouver facilement et gratuitement sur Internet. Elle relève donc 2 points. On va retrouver des choses au niveau des modalités de prise en compte des difficultés dans les marchés publics en cours d'exécution. Donc voilà, vous allez pouvoir avoir la traduction opérationnelle au niveau des délais d'exécution, de l'application des pénalités avec des exemples, voilà, au niveau de l'aménagement, la renonciation aux pénalités, les circonstances constitutives en cas de force majeure, puisqu'en fait l'idée c'est de mettre en œuvre tous ces outils pour éviter de sortir et pour éviter de mettre en œuvre la force majeure. Les conditions donc, de prise en compte de l'augmentation des prix des matières premières dans les contrats en cours. Donc, il y a aussi des éléments au niveau du caractère intangible des prix, sur le côté de l'indemnité, la résiliation, s'il doit y avoir résiliation, et sur la théorie de l'imprévision. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'attention, effectivement, quand on met en œuvre tout ça, l'idée, c'est pas de s'amuser à jouer comme on veut avec les prix. Donc, c'est pour ça qu'il y a donc ce rappel de ce qu'on peut faire, puisqu'on reste quand même dans le domaine contractuel avec les règles de la commande publique. Là, on n'est vraiment que sur des clauses et des leviers qui nous permettent d'assouplir, mais tout en respectant les 3 principes de la commande publique.
Donc, il y a des éléments pour les marchés en cours et des éléments pour les marchés à venir. Donc, comme on vient d'expliquer dans les slides précédentes sur ce qui apparaît sur les circulaires, vous retrouverez donc tous ces éléments expliqués avec des exemples dans cette fiche technique mise à jour, qui a été mise à jour un petit peu avant l'apparition de la circulaire, mais qui est en connexion, parce que ça a été travaillé de pair. Voilà. Donc, on peut passer à la suivante. Alors, il faut savoir qu'au-delà depuis que tous ces éléments ont été mis en œuvre, il y avait déjà eu des choses qui ont été testées avec le Covid. Il y avait déjà on avait déjà eu quelques possibilités de souplesse. Et il apparaît quand même des difficultés de pouvoir mettre en œuvre ces révisions. Ces difficultés ont été soulevées par les élus, particulièrement par des grosses associations. Je pense à France Urbaine, il y a eu aussi l'association des maires qui ont donc relevé ça et qui sont là actuellement plutôt qui ont donc envoyé un courrier donc au ministère pour essayer de travailler sur d'autres assouplissements pour pouvoir permettre encore d'un point de vue d'écriture et d'un point de vue de simplification administrative et de rapidité sur des contrats qui ne sont pas sur des durées aussi fortes que les concessions, puisque la difficulté, c'est quand on est sur 1 an, 2 ans, 3 ans, quand ça rebondit aussi rapidement, c'est pas toujours facile de manier toutes ces théories, tous ces process. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir voir si on peut encore aller plus loin que cette circulaire et que les préconisations qui sont listées par l'adage. Donc c'est la fiche technique dont je viens de parler là tout de suite sur le côté des prix. Et l'idée, donc, ce serait de voir comment on peut travailler sur l'indexation des prix. Donc, rien n'est établi aujourd'hui, mais on voulait vous partager quand même cette réflexion entre ce qui a été mis en œuvre, les retours d'expérience, les questionnements, et à voir si on va avoir d'autres réponses, en tout cas, pour continuer à nous aider à éviter de sortir des contrats et permettre toujours à ce qu'on puisse travailler avec les fournisseurs, même s'il y a toutes ces difficultés qui sont autour de nous. Voilà, donc l'indexation des prix et le côté, voilà, de garder en tête que ces théories sont pas toujours faciles à mettre en œuvre. Et donc, il est important pour les contrats là qui vont être à écrire, de bien considérer tous ces éléments, de bien écrire ces clauses pour pouvoir ne pas avoir des usines à gaz qui sont inapplicables et voilà, de nous mettre dans une facilité lors de l'exécution, particulièrement voilà, sur ce côté révision de prix, sur le côté fréquence et sur le côté indice choisi, si on peut le faire au plus vite. Donc, on a relevé une publication du livre blanc par Weka, en fait, que vous pouvez aller récupérer sur Internet, qui est un peu un mix, donc, du coup, de la circulaire, ce qui apparaît, mais aussi quelque chose qu'on va retrouver par rapport à la problématique du prix et pour nous éviter à sortir des contrats. Donc là, ça va un petit peu plus loin, ça peut donner des billes de ce côté-là, même si on n'a pas encore trop de réponses pour pouvoir aller encore plus loin. Voilà, donc il y a des fiches méthodologiques, des schémas, interviews et actualités comme il est écrit dans cette slide. Voilà un peu pour cette information. Merci beaucoup Sabrina d'avoir pu te libérer pour faire ce point-là qui est un peu plus technique sur le côté juridique commande publique. Peut-être qu'on a des réactions, des questionnements du côté de nos collègues acheteurs ou fournisseurs par rapport à ce contexte très particulier et à ces outils spécifiques qui ont été publiés très récemment. Alors, oui, Hervé Garrigue. Hervé, parole est à toi. Oui, juste pour vous parler un petit peu de ces évolutions de prix, enfin concrètement sur le terrain. Aujourd'hui, pour nous, on est en train de modifier les prix initiaux du marché sans règle particulière, puisqu'il n'y a rien il n'existe pas d'indice applicable cohérent aujourd'hui qui prend en compte la matière, enfin la logistique et l'ensemble des éléments. Donc, on navigue à vue. On a quand même, pour vous indiquer quand même dans nos marchés du Gara, je suis avec Nancy, on en est au 27e avenant de prix, puisqu'on fait des avenants de modification. Alors, c'est très borderline, puisqu'on modifie le prix en dehors des clauses de révision, mais on n'a pas d'autre choix. Et on attend aujourd'hui, nous, les indices qui seront applicables, parce qu'on voudrait bien relancer un marché avec des indices cohérents qui tiendraient compte de cette imprévisibilité et autres, à savoir quand c'est qu'ils seront disponibles. Et
aussi que de savoir l'application de l'imprévisibilité qui nous fera revenir en arrière, puisque ça sera une indemnité d'imprévisibilité qui remplacera les indices majorés. Et donc là, on est vraiment dans une situation un petit peu compliquée, puisqu'on a pour l'épicerie, le surgelé, on arrive à avoir des avenants trimestriels pour éviter des changements de prix, parce que c'est très lourd pour tous nos adhérents de changer les prix tous les mois. Et pour le frais, on a des changements de prix tous les mois, voilà, à peu près tous les mois sur l'ensemble des produits frais, avec, ça se fait, je dirais, de façon un petit peu, on n'a pas vraiment d'indicateur, on ne sait pas si c'est des stocks qu'on nous revend, avec on ne sait pas trop où on est. Mais pour l'instant, c'est pour éviter la rupture de produits, on valide l'intégralité des hausses, nous. Là-dessus, on n'a pas trop de choix, puisque de toute façon, si on prend un délai de non-validation, on n'est plus livré, quoi. Ça, c'est arrivé pour pas mal de produits, si on a un peu de retard. Donc voilà, aujourd'hui, nous, la question, c'est quels vont être les futurs indices dans les futures procédures que l'on va appliquer. Et c'est un petit peu urgent, quoi, tout ça. Voilà. Je voulais savoir si vous aviez des informations sur la création de ces indices. Alors non, enfin ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, vous n'êtes pas le seul, puisque c'est la problématique, et c'est pour ça qu'il y a eu donc cette lettre qui a été écrite par un rassemblement des collectifs d'élus qui ont relevé, pour avoir pratiqué depuis un certain temps, puisque depuis le Covid, en fait, on commence déjà à trouver un certain nombre de difficultés. Donc il n'y a pas de réponse, parce que cette lettre, elle a été envoyée début mai, donc on est quand même sur quelque chose d'assez récent. Donc pour l'instant, il n'y a pas d'information. On espère aussi, parce que évidemment, tous ces principes qu'on essaye de mettre en œuvre, ça devient assez difficile. Mais rassurez-vous, vous êtes, tout le monde se retrouve dans la même difficulté. Même si les avenants, évidemment, c'est pas la meilleure chose, mais de pouvoir déjà bien tracer, essayer de flécher, de voir comment on essaye de faire évoluer, c'est toujours mieux que rien. Donc tout le monde a cette difficulté aujourd'hui. Les informations, on essaye sont remontés en tout cas déjà sur le parti élu. Ça va continuer. On espère avoir des retours sur ce côté. Voilà, on n'a pas vraiment de réponse plus importante que ce qu'on a pu vous dire aujourd'hui. Mais voilà l'ordre d'aujourd'hui, quoi. Enfin, c'est... Bon. Alors vous, et l'énergie aussi, c'est compliqué. Il faut un indice qui tienne compte de ces nouveaux. Il faut peut-être 2 indices, ou enfin, voilà. Après, peut-être là, il faudrait essayer de travailler en sourcing avec les fournisseurs, voir s'il y a une idée pour créer un système de révision un peu plus complexe avec du multi-indice, quoi, pas peut-être des révisions un petit peu plus complexes. Tant qu'on n'a pas d'idée, c'est voir comment on peut travailler entre la main-d'œuvre, peut-être forcer plus ou alors forcer plus sur le côté. Mais ouais, à part, il n'y a pas trop de réponses. C'est notre fournisseur à qui on a négocié une affiliation à un indice qui serait le plus cohérent, quoi, qui tiendrait compte de tout ça. Voilà. Sur le reste, après, le conseil que moi je pourrais éventuellement donner, ce serait de bien mettre dans les marchés peut-être des clauses de progrès, créer vraiment une clause de progrès qui nous permet peut-être de retravailler notre contrat d'une autre manière, ou alors de travailler l'allotissement pour pouvoir faire passer, quand on peut, en tout cas, vraiment des petits lots. Les techniques des petits lots, avec peut-être en fonction des tailles, d'aller vers des petits lots qui sont en dessous de 40 000 €, c'est-à-dire travailler la nomenclature de base d'achat, ne plus être forcément sur la nomenclature de denrées alimentaires classiques, mais commencer à travailler par famille, où là, si on arrive à la faire valider auprès de notre direction, en tout cas, si elle est vraiment affichée en tant que telle, ça nous permet de faire un découpage réglementaire. Par exemple, on va dire, je vais lancer ma famille homogène qui serait les viandes, par exemple, et d'avoir les lots viande. Et le fait de ne pas avoir ça tout dans une grande famille qui serait denrées alimentaires, ça nous permettrait peut-être de sortir plus de petits lots. Et si on arrive à sortir des petits lots, ça nous permet de travailler plus vite en MAPA ou en gré à gré. Et le fait de le travailler en gré à gré, ça évite tout cet administratif. Alors, ça ne nous protège pas de comment les entreprises vont pouvoir jouer la carte de la révision, ça c'est sûr. Mais ce qui est certain, c'est que ça nous permet de gagner en flexibilité. Donc, si on connaît les fournisseurs, si on a l'habitude de travailler avec eux, ça peut être bien, en tout cas, de leur montrer que nous, on fait vraiment des efforts comme on peut. Donc,
pour moi, il y a cette piste qui pourrait, mais Ouais. enfin, voilà, Mais il est clair. C'est pas tout à fait réalisable pour nous. On a Bah, 80 millions voilà, ça dépend. d'achat. Bah, voilà, Ouais, ça c'est dépend pas des entreprises, ça dépend évidemment des acheteurs. Mais ça répond pas à la difficulté de sécurité de comment on génère, comment sont mis en œuvre ces prix. Ça nous fournit pas pour autant les indices. Si on veut repartir sur le volet vraiment Ouais. prix, ça nous demande vraiment du travail de source. Enfin, tant qu'on n'a pas de Ouais. réponse, c'est vrai que ça nous génère beaucoup de travail de voir comment on peut structurer un prix révisable, multi-index, hein, parce qu'en clair, on En n'a fait, nous, pas on a trop. déjà Bah oui. des indices sur la viande. On est en cotation sur les viandes, le porc, le veau, le bœuf, l'agneau, mais ça ne tenait pas compte de la logistique, donc ça a été annexé de 10 Ouais. à 12%, tous ces prix-là. Et donc, c'est les autres familles surgelées, frais, c'est plutôt ces familles-là qui n'ont pas d'indices globaux d'évolution qui peut-être seraient à voir, quoi. Mais c'est évident qu'on va devoir affecter des indices à chaque famille de produits. Différent, oui. Bah oui, ça, bah oui. Là, pour le coup, c'est vrai que ça nous génère un travail supplémentaire de réflexion lors de la définition du besoin, mais aussi lors de l'exécution. C'est ça, c'est qu'on On ne veut pas malheureusement avoir, pas trop de. voilà. On veut pouvoir voir les choses monter et descendre de façon en lien avec la réalité et non pas subir comme aujourd'hui les choses, quoi. Voilà. Bon, voilà, on ne sait pas trop quand ça va se réguler. Malheureusement. Exactement, mais on peut pas on attend de voir s'il y a des réactions, en tout cas suite à Ça nous empêche de relancer. On ne peut pas relancer nos marchés là pour l'instant parce qu'on a bien des besoins d'intégrer de nouveaux adhérents, enfin d'évoluer. Mais on ne peut pas relancer dans ce contexte-là puisqu'on n'a pas on risque à détériorer l'ensemble du contexte prix qui est quand même un peu sécurisé quand même, voilà, aujourd'hui. Donc, c'est un peu compliqué pour nous. Hein. Un petit peu. Est-ce qu'une autre personne a une intervention, une question auprès de Sabrina avant qu'on puisse la libérer? En tout cas, merci Hervé d'avoir pu apporter ce complément côté terrain. Peut-être nous rappeler juste le volume d'achat côté groupement de ton groupement de commandes en volume et en nombre. On est entre 60 et 75 millions d'euros là en ce moment, quoi. C'est par an hein, sur un achat annuel. Voilà. Okay. Là, on a sur ces segments-là. Très bien. Mais voilà, c'était vraiment important que tu puisses nous faire part de cette problématique concrète de terrain qui empêche la reconduction, enfin la relance des consultations pour que nos collègues fournisseurs au présent puissent aussi voir les difficultés. Aujourd'hui, pour un marché relancé, on peut avoir une réponse d'un seul fournisseur qui nous garantit, qui ne nous met pas de prix sur certaines lignes, voilà, parce qu'il est dans l'incertitude et qui nous garantit ses prix que sur 2 mois. Donc, c'est soit ça, soit on n'a rien, quoi. C'est un peu ça, tout le monde, on est vraiment dans une situation un petit peu compliquée, on n'a pas notre boule de cristal, mais on aimerait bien que tout ça, ça se régule et que l'ensemble des hausses soit intégré, quoi. Voilà, bon, on verra bien ce que ça donne. Mais c'est très compliqué, là, entre nous et les fournisseurs. Moi, je suis l'intermédiaire entre les adhérents et les fournisseurs. Bon, on pourrait croire que certains adhérents n'ont pas la télévision parce qu'ils ne voient pas ce qui se passe, mais c'est quand même assez compliqué la communication en ce moment. Voilà. C'est plutôt. Si on pouvait améliorer tout ça, ça serait mieux. Est-ce qu'il y a une autre question peut-être sur ce point sur la circulaire et le contexte auquel elle est rattachée? N'hésitez pas. Bon, ça viendra peut-être, et puis cet après-midi, on pourra à nouveau en parler lors des ateliers en sous-groupe. Donc Romain, on te repasse la main du coup. Merci beaucoup Sabrina. Merci beaucoup Sabrina. Bonne journée. Bonne journée. Et donc on va poursuivre maintenant avec la présentation de la plateforme Macantine par Valérie Merle. Valérie, du coup, je te laisse la parole. Oui, bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Très bien. Bon, très bien. Donc moi, mon intervention va se résumer à vous présenter la plateforme Macantine, qui est une plateforme, un service numérique qui est dédié en fait aux lois Egalim et Climat et Résilience, qui sont 2 lois assez fondamentales pour la restauration collective. Et cette plateforme est construite donc en lien avec un autre service de l'État qui est la direction interministérielle du numérique, qui aide les administrations en particulier à se doter d'outils numériques pour
piloter une politique publique, comme c'est le cas avec la loi Egalim pour la restauration collective. Donc, cette plateforme, elle a globalement quatre objectifs principaux. Le premier, le plus important, ça a été de faire comprendre en fait les différentes mesures de la loi Egalim et les faire comprendre de façon vulgarisée, décryptée en tout cas, donc pour que tout un chacun dans le secteur de la restauration collective qui est somme toute assez hétérogène puisse comprendre ce qui est attendu par les mesures de la loi Egalim et de la loi climat et résilience. Donc ça, c'était le premier objectif. Et avec un outil numérique, l'avantage, c'est qu'effectivement, on peut à la fois communiquer rapidement et de façon assez ciblée et mettre à jour aussi les évolutions de la loi. Et typiquement, la loi Egalim a été modifiée, en tout cas les mesures pour la restauration collective, par la loi climat et résilience, quelques années après seulement l'apparition de cette loi. Le deuxième objectif, et c'est aussi facilité avec des outils numériques, c'est d'apporter des premiers éléments d'outils, donc d'accompagner un petit peu les acteurs de la restauration collective avec des petits outils dont je vais vous parler juste après, et aussi de faire de la plateforme une sorte de centre de ressources voilà, sur lequel on va trouver en fait tous les informations, les documents qui peuvent aider, en tout cas à l'application de ces mesures pour les acteurs. Enfin, un avant-dernier aspect de cette plateforme, ça a été aussi de permettre la communication à plusieurs niveaux. D'abord, la communication au public, aux convives qui reçoivent ces repas dans la restauration collective. C'est à la fois une mesure de la loi qui existe déjà et qui s'impose aux acteurs de la restauration collective, mais qui a été renforcée par la loi climat et résilience, et notamment parce que cette loi implique la réalisation d'un bilan annuel qui est à remettre par le gouvernement au Parlement, et qui constituera d'ailleurs un document public, de façon un petit peu à montrer aux citoyens comment on avance sur cette loi qui, je le rappelle, n'est pas coercitive, qui ne prévoit pas de contrôle ni de sanctions, sinon une évolution un petit peu de l'application de ces mesures au travers de ce bilan. Également, dans la plateforme, on propose de relayer en fait la communication des établissements qui le souhaitent, je vous en parlerai un petit peu après, pour favoriser cette communication aux convives. Donc, on leur propose par exemple de générer une affiche d'information pour les convives qui fait l'objet d'une mesure obligatoire, et également en publiant leurs informations, de favoriser une sorte d'émulation entre les cantines, soit d'un même secteur d'activité, par exemple sur la restauration scolaire, soit sur un même secteur géographique. Et on a amplifié cette communication et cette émulation au travers d'une nouvelle page communauté dont je vous parlerai juste après. Enfin, la plateforme Ma Cantine va servir également à la collecte d'informations chiffrées sur notamment les achats, les valeurs des achats qui sont faits en restauration collective pour préparer ces repas. Et ce sont ces données, évidemment, que l'on va utiliser pour faire ce bilan annuel. Donc, les déclarations en fait, des cantines passeront par Ma Cantine pour qu'on puisse faire ce bilan annuel. La diapo suivante rentre dans les détails de ces différents objectifs. Si on peut passer à la diapo suivante, merci. Voilà, donc là, vous tombez sur la page d'accueil de Ma Cantine. Donc, c'est un site qui évolue. Là, donc, vous voyez l'aspect qu'il a en ce moment, mais il va probablement
encore évolué dans son aspect, mais on a choisi délibérément d'avoir 3 voies d'entrée sur la plateforme. Donc, une première voie d'entrée qui est pour l'établissement et la cantine. Une deuxième qui permet d'avoir une vision sur l'ensemble des informations qui transitent par ma cantine et notamment sur les appros, mais pas que, sur les établissements qui ont mis en place le menu végétarien, par exemple, sur ceux qui font du gaspillage, éventuellement les premières données chiffrées sur le gaspillage alimentaire. Et une dernière entrée qui est plus ciblée sur un établissement en particulier. Donc, à la différence du précédent, on est là sur une individualisation en fait des cantines. Et cette individualisation, bien sûr, elle est sur le mode volontariat. Donc, ça, c'est le principe de base de la plateforme. 3 types principaux d'utilisateurs de cette plateforme. Sur la diapo suivante, je reviens donc sur l'objectif principal de la plateforme qui est de mieux comprendre la loi Egalim. Donc, sur la plateforme, vous trouverez l'ensemble des explications qui concernent les 5 mesures qui concernent la loi Egalim. Donc, sous forme de petites cartes, on clique sur la petite carte et par exemple, sur la diapo suivante, vous allez voir le détail que l'on apporte à la première mesure, qui est plus de produits de qualité durable dans nos assiettes. Donc, on a une espèce de cartouche à gauche qui explique la date ou les dates d'entrée en vigueur de cette mesure, également à quel secteur elle s'adresse. Toutes les mesures ne s'adressent pas à tous les secteurs de la restauration collective. Et sur la partie droite, vous avez une explication en fait de cette mesure, qu'est-ce qu'elle comporte et comment on peut la comprendre. Donc, sur la diapo suivante, on a un peu plus d'explications sur, par exemple, comment se composent les 50% de la loi Egalim, donc quels sont les types de produits, les mentions valorisantes ou les critères d'achat qui sont utilisés, qui peuvent être utilisés pour qualifier des produits qui vont rentrer dans ces 50%. Donc voilà, ça on le définit à ce niveau-là. Sur la diapo suivante, on repart sur un objectif qui est complémentaire à cet apport de connaissances, qui est l'apport d'outils pratiques. Et très rapidement, on a bien identifié qu'il manquait pour beaucoup de petites cantines en particulier des outils de suivi pour les achats. Donc, par l'intermédiaire d'un de nos bêta-testeurs, nous sommes tombés sur un tableur qu'ils avaient travaillé et proposé aux structures de gestion. Donc, on a retravaillé ce petit tableur et il est en téléchargement sur le site. Et il permet à la fois de comprendre ce qui est attendu, donc c'est un document vraiment pédagogique, et de calculer en fait ces taux Egalim. Il y avait l'équivalence. La diapo suivante propose en fait une nouvelle version de cet outil, c'est une version numérique. Donc là, par contre, il faut aller sur la plateforme et s'identifier, c'est-à-dire se créer un compte avec un mot de passe, c'est très simple, on va le voir juste après. Et on peut sauvegarder ces informations. Produits bénéficiant de ces mentions et appels, c'est ça, est lié. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a laissé son micro ouvert. Voilà, donc on peut donc saisir cet outil de suivi d'achat et se l'approprier et donc sauvegarder ces informations. Bien sûr, c'est intéressant pour des collectivités, des établissements qui n'ont pas d'outils de suivi d'achat par ailleurs, hein, il n'est pas question de remplacer, mais c'est un petit outil simple qui permet de faire le suivi de ces achats, également de faire un export de ces données, de les retravailler. Donc ça, c'est une fonctionnalité que l'on va peaufiner, améliorer, notamment en proposant des tableaux de bord qui permettent en fait de déjà avoir une analyse de ces informations. Et cet outil-là,
il est connecté en fait avec le profil des cantines et il permet justement de faire une télédéclaration simplifiée. J'y viendrai un petit peu plus tard. Sur la diapo suivante, toujours dans la partie un petit peu accompagnement, je vous ai dit que ma cantine, c'était un centre de ressources, mais c'est également aussi une façon de valoriser des initiatives par l'intermédiaire d'articles que l'on met dans un blog qui permettent d'avoir soit des retours d'expérience sur des bonnes pratiques ou des solutions d'organisation ou des petits points focus d'actualité, enfin, différentes thématiques. On essaye de tenir à jour ce blog. On peut aussi valoriser des expériences d'utilisateurs. On peut également créer son affiche pour les convives, ça c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. Et puis également, c'est sur la diapo suivante, on a accès en fait à un certain nombre de documents qui ont été réalisés dans le cadre du Conseil national de la restauration collective. Donc, une petite plaquette en document papier, en fait, décryptage de la loi qui est en train d'être mis à jour là en ce moment. Tous les guides pour réaliser des marchés publics qui soient destinés aux acheteurs en gestion directe ou en prestation de services, c'est des guides qui sont remis à jour assez régulièrement. Je pense qu'on est à la 3e ou 4e version de ces guides. Sur la diapo suivante, on va trouver les autres documents qui sont également sur la plateforme. C'est tout ce qui concerne en fait l'univers de la diversification des sources de protéines, à la fois sur la mise en place du menu végétarien, qui est devenu, je le rappelle, donc une obligation hebdomadaire depuis la loi Climat et Résilience, également un livret de recettes. On en retrouve aussi des recettes pour les menus végétariens dans le cadre de notre newsletter que l'on fait en gros tous les mois. On fait une sorte de demande aux utilisateurs et aux gestionnaires et aux cuisiniers surtout, de nous faire passer les recettes qui marchent bien en fait en restauration collective parce que ça ne s'improvise pas. Voilà. Sur la diapo suivante, on va parler plutôt donc de l'aspect communication qu'offre la plateforme. Donc là, il s'agit de l'entrée convive en fait, ou par un petit moteur de recherche tel que je vous le présente ici sur la diapositive. On peut essayer de retrouver la cantine où sont ses enfants, ou la cantine de l'EHPAD où sont ses parents, ou la cantine du restaurant administratif dans lequel on mange. Si cette cantine, 1, est enregistrée dans ma cantine et 2, a souhaité partager ces informations, c'est la diapo suivante. Quand c'est le cas, par exemple, on a ce type d'informations sur la cantine. Donc là, c'est la cantine de Misson, qui est une petite commune des Landes, qui nous permet de voir un petit peu l'évolution de ces approvisionnements. Actuellement, qu'est-ce qu'ont les enfants à manger? Alors actuellement, avec un différé d'une année pour permettre la compilation des données. Et vous pouvez contacter aussi ce gestionnaire ou cette cantine pour avoir un échange avec lui sur ses modalités d'approvisionnement, sur sa méthode de travail, sur les sujets que vous voulez en fait. Et l'idée, c'est de permettre un peu mieux ces échanges. Si vous ne trouvez pas votre cantine, vous avez aussi la possibilité de le signaler en fait à la plateforme et qui pourra faire un relais en fait au travers de l'établissement qui est concerné, qui est soit dans ma cantine mais qui n'a pas souhaité publier, soit dans une autre base de données où on a la possibilité éventuellement de contacter ces restaurants. Sur la diapo suivante, donc là, on a l'autre voie d'entrée qui est une voie un peu plus généraliste et statistique qui montre en fait, qui donne accès en tout cas à des informations qui sont agrégées à 2 échelles, une échelle territoriale départementale ou régionale pour le moment, et qui permet de voir aussi par secteur, donc
Je rappelle les secteurs, c'est le scolaire, par exemple, l'administration, le secteur médical, médico-social, pour voir un petit peu le nombre de cantines qu'il y a sur ma cantine, donc qui se sont créés un compte, qui ont publié leurs informations et où est-ce qu'elles en sont. Donc, c'est des moyennes agrégées, évidemment, sur les différentes mesures de la loi. Sur la diapo suivante, on est sur la partie un peu plus suivi en fait de la loi, suivi qui doit être fait par l'administration pour réaliser le fameux bilan annuel dont je parlais au début de mon propos. Donc sur ma cantine, quand vous avez créé votre compte et créé votre cantine, vous avez la possibilité, année par année, en fait, de vous positionner sur les mesures, les 5 mesures de la loi. Et sur la partie, celle qui change normalement le plus, c'est la partie approvisionnement. Vous pouvez, en fait, à ce niveau-là, saisir les informations qui correspondent, en fait, aux 50% et aux 20%. Donc, déclarer en valeur d'achat les achats alimentaires qui correspondent à ces 50%. Et vous pouvez les télédéclarer à l'administration. Donc, cette première campagne de collecte au travers ma cantine va avoir lieu cette année. Il y a une phase d'ouverture en fait de la collecte avec un appel en fait à contribution des cantines qui va se faire à partir de mi-juillet jusqu'à peu près mi-octobre, de façon à collecter un maximum d'informations pour pouvoir faire ce bilan annuel. C'est également à ce niveau-là que certaines cantines peuvent ajouter des gestionnaires. Vous voyez, c'est entouré en rouge, puisque il est possible que sur une cantine, un établissement, il y ait plusieurs personnes qui soient en capacité en fait de répondre aux informations. Donc, plusieurs gestionnaires peuvent être associés à une cantine. Sur la diapo suivante, voilà, j'ai presque terminé. Donc, en fait, c'est très simple. Pour bénéficier des informations sur ma cantine, qui sont des informations généralistes sur le décryptage de la loi, sur les documents ressources, vous n'avez pas besoin de compte. La plateforme est ouverte. Maintenant, si vous voulez avoir un accès un petit peu supplémentaire à la plateforme et notamment disposer de cet outil gratuit en ligne pour la saisie des achats et le suivi de vos achats, il vous faut aller sur ma cantine, vous créer un compte et ajouter votre cantine. Ensuite, quand on va entamer la période de collecte d'informations, on va demander que les informations transitent par ma cantine. Donc, il vous faudra vous enregistrer et donc créer un compte et ajouter votre cantine et les éléments qui sont demandés dans la cantine. Donc, dans la campagne de communication qui va être lancée par le ministère notamment et en relais avec les têtes de réseau, il y aura une procédure qui rappellera un petit peu comment on se crée un compte et comment on crée sa cantine, mais les choses normalement sont bien faites, en tout cas c'est ce qu'on espère, et les procédures sont très simples. La dernière diapo, en fait, c'est pour terminer mon propos. On a vraiment voulu accentuer cet effet communauté et pour permettre justement l'émulation dont je parlais et essaimer les bonnes pratiques le plus possible. Donc, on a créé très récemment un espace communauté avec une information sur l'ensemble des webinaires qui seront conduits par l'équipe de ma cantine et qui ont pour objectif de vous aider à vous repérer, à naviguer, à créer votre compte, à renseigner vos diagnostics, à faire des ateliers un peu thématiques sur le gaspillage alimentaire, sur être une cuisine centrale, enfin, toutes les thématiques ne sont pas encore complètement finalisées et vous êtes possiblement en tant qu'utilisateur de ma cantine à l'initiative en fait de ces ateliers thématiques
et également la création d'un groupe Facebook, d'une communauté Facebook, justement pour que les gens puissent plus facilement et de façon un peu plus fluide échanger avec eux. Voilà, donc ça c'est tout nouveau, tout chaud. Et donc vous êtes bien sûr invité à rejoindre cette communauté. Voilà, j'ai terminé sur la présentation de la plateforme et je peux rester encore quelques instants pour répondre à des questions. Merci beaucoup Valérie. Donc du coup, si vous avez des questions, c'est le moment. On vous écoute. Ou une intervention. Valérie, bonjour, c'est Hervé. Bonjour Hervé. Je ne te vois pas, mais je t'entends, je reconnais ta voix. Je vais. Ouais, attends. Ah, je ne t'entends plus. Ça y est, voilà. Est-ce que tu as un retour un petit peu où on en est en volume de durable et de bio aujourd'hui? Quel est le retour de pourcentage si on arrêtait les comptes à aujourd'hui? Alors, à aujourd'hui, je ne peux pas te dire parce qu'on n'a pas des données récentes, en tout cas, enfin, sur des données d'achat là tout de suite. On a communiqué dans le cadre du CNRC sur des enquêtes qui portaient sur les achats 2020, en fait. J'ai vu ça, ouais. Voilà, et effectivement, on est quand même assez loin des 50%, hein, parce qu'on est, et c'est très dépendant des secteurs. Des secteurs d'activité, donc on est plutôt en avance sur le scolaire pour faire court et plutôt en retard dans le domaine médical et médico-social. Et on tourne autour de 15% de produits de qualité durable. Voilà, c'est ça, avec une part de bio qui oscille à moins de 10%, quoi, on va dire. Moins de 10%, ok. Alors, oui, dans ton secteur, c'est plutôt ça, en fait. C'est plutôt 3%. Mais je parle en moyenne, tout secteur. Oui, bien sûr, bien sûr. Là-dessus, si tu veux, là, nous, on s'aperçoit que finalement, là, on est en train de consolider nos données du garage de nos adhérents pour la période 2021. Et puis là, avec le conflit ukrainien, il y a une forte dégradation des approvisionnements. Là, on va être très loin de l'objectif, puisque là, je ne choisis même plus la localisation, la proximité. On a pris pendant des mois encore ce qui est disponible, voire des ruptures. Donc, je pense que ça va dégrader. Enfin, je pense que tu te doutes bien que ça va dégrader les statistiques, les données, parce que j'en ai peu. On a perdu nous quand même pas mal on est passé en importation sur des lignes qu'on avait en local et autres, quoi, quand même. Donc je pense que voilà, ça va dégrader les données, ça va être un peu. Je pense que tu as raison peut-être pour des groupements de commandes ou des gros acheteurs. J'ai des sons de cloche différents pour des petits acheteurs. Des petites communes ou des petits établissements qui s'en sortent parce qu'ils avaient relocalisé beaucoup leurs approvisionnements et qui étaient déjà sur des pourcentages de produits bio assez importants. Les produits bio étant déjà plus chers que les produits conventionnels, du coup, ont moins subi en fait cette variation du prix. Et le fait qu'il soit en local, c'est-à-dire vraiment à proximité géographique du site qui achète, a fait amorti quoi sur cette présentation. Donc il y a des situations vraiment très différentes selon la taille de la structure et selon son organisation, l'organisation de ses achats avant crise, j'allais dire. C'est ça. Nous, on constate, j'ai quelques produits en circuit court comme le lait cru à la ferme, les huiles de l'Acuma. On a eu 10% de hausse, là où on était largement au-dessus sur l'ensemble des segments. C'est vrai que le circuit court nous a permis de diviser par deux peut-être la hausse globale. Voilà. Les huiles ont pu prendre 22%, donc ce n'est pas non plus catastrophique, quoi. Le circuit court a apporté c'est plus amorti. C'est vrai que ce sont des démarches à creuser, quoi. Oui. Et les projets alimentaires de territoire sont vraiment là, je pense, une opportunité, en tout cas, pour retisser un petit peu ces liens entre les acheteurs et les producteurs
pour permettre justement de trouver des solutions, tant sur la logistique, qui a un impact quand même important. C'est ça. Aujourd'hui, c'est 10% d'écart. Et je pense que c'est vraiment intéressant pour les cantines, pour les établissements, de rejoindre ces projets alimentaires de territoire. Il y en a à peu près un sur chaque département avec des dimensions variables, des niveaux d'avancée, de maturité différents, mais je pense que c'est vraiment une opportunité à saisir. Et sur cette partie circuit court, du coup, ça sera un volet de l'atelier de cet après-midi. Donc, du coup, on pourra poursuivre les échanges. Oui. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais laisser la parole à la personne du CREPAC, Madame Dorothée d'Espagne-Gatti, pour la suite, pour présenter du coup les autres réseaux existants. Merci. Merci beaucoup Valérie, merci pour l'intervention. Bonne journée et bon travail. Merci beaucoup, à bientôt. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Dorothée d'Espagne-Gatti, directrice de l'association CREPAC, qui anime effectivement aussi le réseau Régal Nouvelle-Aquitaine. Je m'excuse par avance, j'ai pas eu beaucoup de temps pour préparer cette intervention, donc je vais essayer d'être la plus concise possible. Je vous laisse reprendre la main pour le... D'accord, mais alors du coup, ça c'est votre support? Oui. D'accord. Alors moi, oui, alors attendez, je vais essayer de partager un document. Ouais. Tuk tuk, comme ça, là. Est-ce que vous voyez mon document? Oui, si vous pouvez le mettre en format peut-être... Plus grand? Ouais. Comment je fais ça? Comme ça. Ça marche? Ça va le faire, ouais. Ça grossit chez vous ou pas? Ouais, c'est bon. Ouais. Attendez. Et si je fais ça? C'est mieux là, non? Non, c'est pas mieux. Mais bon, je sais pas. D'accord. Bon, écoutez, on va faire comme ça. Donc oui, par rapport, Romain m'a demandé de faire une petite présentation des réseaux existants qui soient en lien, bien évidemment, avec le sujet qui nous réunit ce matin. Donc en lien avec la restauration collective durable et puis c'est les enjeux tout autour. Donc on l'a vu avec les différentes précisions concernant la réglementation, notamment la loi Egalim et la loi AGEC. Du coup, je me suis concentrée sur certains réseaux qui seraient utiles, je pense, pour vous, acteurs de la restauration collective privée. Alors, du coup, j'avais aussi cité ma cantine, mais comme ça vient d'être présenté, je ne m'attarderai pas dessus, mais on était sur la même longueur d'onde. Alors, concernant le premier réseau, donc j'ai fait deux parties. J'ai distingué la partie en lien avec l'approvisionnement de ce qui était plus en lien avec le gaspillage alimentaire. Donc, encore une fois, c'est pas exhaustif, hein, mais ce sont des acteurs qui me semblent sont importants de mentionner, en tout cas en Nouvelle-Aquitaine. Donc pour tout ce qui est questionnement concernant l'approvisionnement et les enjeux qu'il y a autour de la loi Egalim, il y a l'acteur donc Interbio Nouvelle-Aquitaine, donc qui est une association, et je crois que certains membres, certains participants en tout cas à ce groupe de travail en tout cas utilisent les services de l'association Interbio Nouvelle-Aquitaine. Voilà, donc leur rôle, c'est d'accompagner l'ensemble des acteurs de la restauration collective, donc publique et privée, et des filières afin de développer des projets alimentaires de qualité. Donc ça va de l'approvisionnement à la formation, ils aident également à la rédaction des marchés publics, etc. etc. Voilà, parmi les adhérents, les acteurs avec lesquels Interbio Nouvelle-Aquitaine travaille, il y a Manger Bio Sud-Ouest. Alors eux, c'est pas un réseau, mais c'est une SKIC, Manger Bio Sud-Ouest, donc qui date de 2011 et qui propose en tout cas des réponses à la restauration collective régionale avec justement des approvisionnements en bio localisés, essentiellement Nouvelle-Aquitaine, mais aussi Midi-Pyrénées. Hein, c'est vraiment le grand sud-ouest, on va dire. Ils ont tout un tas de partenaires et d'experts qui permettent d'accompagner aussi à l'intégration de produits bio dans les restaurants qui sont les vôtres. Donc ça, c'était pour la partie approvisionnement. La partie lutte contre le gaspillage alimentaire,
et aide à la mise en œuvre Egalim. Donc voilà, pour ça je ne m'attarderai pas sur ma cantine, Valérie l'a très bien présenté. Et je ne pouvais pas ne pas vous parler du réseau Régal Nouvelle-Aquitaine, qui est un des projets portés par notre association. Donc petit rappel rapide, le CREPAC, on est une association qui œuvre pour la transition écologique de façon large. On intervient sur de nombreux sujets comme toutes les questions en lien avec l'alimentation durable, dont la lutte contre le gaspillage alimentaire fait partie. Et à ce titre-là, nous portons un certain nombre de projets, dont celui du Régal Nouvelle-Aquitaine, que nous avons créé en 2013 et que nous animons depuis, avec le soutien de nos partenaires, notamment la DRAF, mais également et surtout l'ADEME Nouvelle-Aquitaine et la région Nouvelle-Aquitaine, et puis l'ADREAL. Donc ce réseau, l'objectif de ce réseau, c'est vraiment de mettre en lien l'ensemble des acteurs néo-aquitains de la chaîne alimentaire, si je puis dire, donc que ce soit la distribution, la production, l'aide alimentaire, les collectivités bien évidemment, les restaurations commerciales, vraiment les mettre en lien les uns avec les autres, les décloisonner pour favoriser les opportunités de rencontre. C'est pour ça qu'on organise différentes actions, des journées, des ateliers, les assises aussi. Et l'idée c'est que on partage un maximum les bonnes pratiques des uns et des autres à l'échelle de cette vaste et très belle région qu'est la Nouvelle-Aquitaine pour éviter aux uns et aux autres de réinventer la roue, alors que ces questionnements que vous pouvez vous poser, d'autres se la sont posés avant vous, et l'idée c'est de profiter éventuellement des écueils qu'ils ont pu rencontrer pour gagner du temps sur vos projets à vous. Donc voilà, le réseau Régal, c'est un petit peu tout ça. Et donc parmi les actions que nous avons organisé, et bien là, nous finissons demain. C'est pour ça que j'avais pas beaucoup de temps à accorder à la préparation de ce webinaire et donc là, je m'en excuse à nouveau. On a organisé un cycle de 3 journées techniques qui sont donc des journées basées sur les retours d'expérience et des témoignages orientés justement sur la promotion des menus végétariens et la réduction du gaspillage alimentaire, parce qu'on avait constaté qu'il y avait une dérive un petit peu qui était en train de se faire, à savoir que les menus végétariens généraient du gaspillage alimentaire, donc en gros, il fallait arrêter les menus végétariens. Et l'idée, c'est de remettre un petit peu d'ordre dans tout ça, qu'il est important et nécessaire de faire les choses correctement, de ne pas tout mélanger, et qu'effectivement, l'introduction de menus végétariens, ça nécessite la formation des professionnels de la restauration collective, mais aussi l'accompagnement des convives à ces nouvelles pratiques alimentaires, puisque toute structure qui a travaillé avec des convives exigeants que sont les enfants, c'est que l'introduction de nouveaux produits, qu'ils soient végétariens ou pas, les légumes verts en sont un exemple merveilleux, ça nécessite du temps, de la pédagogie et de l'éducation au goût. Et à ce titre-là, les menus végétariens ne font pas exception. Donc c'est pour ça qu'on a voulu organiser un cycle de 3 journées symboliquement dans les 3 grandes villes des ex-régions de la Nouvelle-Aquitaine, à savoir Poitiers, Limoges, et on finit demain ce cycle avec Bordeaux. Donc voilà, pour vous illustrer un petit peu des actions qu'on peut réaliser dans le cadre de l'animation de ce réseau Régal. L'objet de ma participation à cette réunion, c'est avant tout dans le cadre donc de ce projet restauration collective durable. Nous avons été chargés de proposer l'accompagnement de 3 structures, 3 opérateurs privés à la réalisation de diagnostics de leur gaspillage alimentaire, puisque ça aussi c'est une des exigences de la réglementation. Alors, je ne sais pas si vous voyez au fur et à mesure, parce que moi j'ai 2 écrans différents. Je clique, là je suis sur la présentation du CREPAC. C'est bon, vous voyez? Ok. Donc je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que je vous l'ai dit un petit peu avant. Voilà. Donc là, je réexplique ce que j'ai dit lors de la réunion qu'on a fait en début d'année. Le diagnostic qu'on a proposé à nous, il se compose de 3 grandes phases. La phase 1, c'est la réalisation des diagnostics que nous sommes en train de clôturer. Nous avons un dernier site à auditer en septembre. Ça a été très long de réussir à caler des dates qui puissent convenir à tout le monde. La phase 2, c'est la phase d'action où l'idée, c'est que les sites qui font partie de ce dispositif mettent en œuvre un certain nombre de préconisations, tout ou partie des préconisations que nous leur aurons formulées, et ensuite une phase d'évaluation. Alors on ne va pas se mentir, selon les diagnostics que nous allons réaliser, et étant donné que ce dossier doit se clôturer en novembre, on va dire fin d'année 2022, pour certains acteurs, la phase de préconisation sera peu éloignée de la phase d'évaluation.
Donc voilà, c'est une réalité, enfin disons que la temporalité à laquelle on a été contrainte, mais je jette la pierre à personne, hein, c'est un constat. Il faudra avoir en tête à la lecture finale des résultats que voilà, les dates des diagnostics et du coup de tout ce qui s'ensuit auront forcément une incidence sur la phase 3 d'évaluation des actions réalisées. Donc le diagnostic, il se fait en 2 parties. Une partie où c'est le CREPAC qui vient réaliser les diagnostics, à savoir la réalisation de pesées dites poussées, donc avec vos équipes. Donc on va faire déjà des pesées par composante de l'ensemble des aliments du menu le jour où on vient, donc ça fait tout un tas de poubelles, c'est impressionnant, mais c'est tout à fait dans notre méthode, il n'y a pas de souci avec ça. Et puis on en profite aussi pour passer un petit peu de temps avec vos équipes pour creuser un petit peu plus leur fonctionnement, qui va nous permettre de croiser les données quantitatives que nous aurons pu récolter avec les données qualitatives et du coup faire des préconisations qui sont ensuite en lien avec leur fonctionnement. On va demander ensuite, dans un deuxième temps, à vos équipes de faire des pesées en autonomie, donc beaucoup plus simple, hein, par contre, que la méthode que nous aurons pu réaliser nous. Et cette méthode-là, on la présente aux équipes le jour J pour les rassurer sur la façon de faire. Voilà, l'idée, c'est qu'on puisse avoir d'autres données quantitatives qui vont venir nourrir en fait l'analyse que nous réaliserons. La phase 2, c'est la phase action, après avoir soumis les préconisations. Donc j'ai fait un petit tableau récapitulatif à la fin de cette présentation où je réexplique, pour certains, il y en a où toutes les phases ont été faites, d'autres où elles sont en cours et d'autres où on n'a pas commencé, mais c'est programmé. Donc voilà, il y a vraiment des différents avancements très disparates. Ça, c'est ce qu'il y a de plus parlant. C'est le calendrier d'intervention prévisionnel et j'insiste là-dessus. Voilà, l'objectif était de clôturer cet accompagnement de l'ensemble des sites vers novembre. On va faire en sorte de tenir les délais, mais ça ne va pas être simple. Ça ne dépend pas que de nous aussi, hein, ça dépend des sites qui sont concernés par l'accompagnement. Et il avait été aussi initialement décidé de faire une journée de partage d'expérience dans le cadre de l'animation du réseau Régal, où l'idée, ce serait de donner la parole aux acteurs de la restauration collective privée pour qu'ils puissent venir partager leur réussite pour que ça puisse inspirer ensuite d'autres acteurs. Donc ça, c'est à revoir avec nos partenaires de la DRAF et de l'ADEME, la constitution de ce programme. Là, pour l'instant, c'est encore trop tôt pour en parler, mais en tout cas, à la rentrée de septembre, il faudra se pencher dessus. Par rapport à la synthèse des accompagnements déjà réalisés, alors je ne pense pas que ça soit le lieu de partager les résultats que nous avons pu déjà comptabiliser. Tu me diras, Romain, si j'ai tort ou pas. Je ne pense pas que ça soit le lieu, puisque l'idée, c'est par rapport aux différents sites que nous avons accompagnés, d'abord leur faire une restitution individuelle. Et ensuite voir dans la mesure du possible, selon leurs souhaits, si ils acceptent ou pas qu'on communique les résultats. Ce qu'on peut noter, c'est que nous avons commencé le premier accompagnement en mars avec un établissement qui se trouve à Bordeaux. Donc l'opérateur privé, c'est Scholarest, qui nous a mis en lien avec l'un de leurs clients, qui est établissement d'enseignement scolaire privé, maternelle et collège. Donc on a fait la pesée poussée en mars, ils ont fait en suivant leur pesée beaucoup plus simplifiée, mais on a réussi à se caler sur une date de restitution après multiples relances début juin. Donc voilà, c'est aussi avoir en tête que le calendrier peut être très étalé. On a ensuite été réaliser une deuxième pesée avec cette fois l'opérateur Convivio, toujours dans un établissement scolaire. Donc là, on a été du côté de Marmande, dans le collège Notre-Dame de la Salle. Donc on a réalisé les pesées poussées en mai, fin mai, et oui, c'est ça, fin mai, pardon. Et eux ont réalisé les pesées sommaires dans la semaine qui a suivi. Donc ça, jusqu'à présent, ça s'est toujours très bien déroulé, donc il n'y a pas de souci. Et la restitution est programmée le 6 juillet, sous réserve que l'établissement puisse avoir une solution
pour participer à la restitution, puisqu'il est convenu dans notre accompagnement que la restitution se fasse en visioconférence, hein, un peu comme la réunion à laquelle on participe aujourd'hui. Seulement, l'établissement a signifié à l'opérateur, enfin les équipes sur place ont signifié à leurs référents qu'ils avaient des difficultés pour suivre les échanges en visio parce qu'il manquait soit de matériel informatique, soit d'une bonne connexion, et ça, c'est pas à nous de trouver la solution. Donc, on espère qu'une solution sera trouvée pour que l'établissement puisse être aux premières loges pour avoir nos préconisations. Sinon, il faudra trouver une autre solution. Mais on n'a pas pour l'instant de retour de la part du responsable chez Convivio. Et puis surtout, on a un dernier accompagnement qui est prévu avec un ESAT cette fois, donc du côté de Mont-de-Marsan, avec l'opérateur privé Ascent. Donc là, c'est pareil, on a eu plusieurs interlocuteurs différents. Donc ce qu'on a noté, c'est que là, on va totalement changer de gabarit puisqu'on est sur un foyer d'un établissement qui accueille des personnes en situation de handicap. Donc là, on est sur des gisements beaucoup plus petits. Autant l'établissement scolaire au Bouscat du côté de Bordeaux, on avait près de 800 convives. Ensuite, au collège du côté de Marmande, on était plus autour de 300 convives. Et là, de ce que j'ai pu voir, on est plus sur du 30-40. Donc voilà, on est sur un format totalement différent. Mais ce sera des données qu'il faudra que j'affine avec la personne avec laquelle je suis en contact. Et on a convenu qu'on se rappelait fin août, début septembre, parce que voilà, il court après le temps, nous aussi, donc on n'a pas encore réussi à s'appeler pour éclaircir tout ça, mais ça c'est une question de jours, ça va se faire. Et donc la date de la pesée poussée que nous devons réaliser est programmée donc début septembre, le 6 septembre. Et la date de restitution, bien, l'idée, ça serait qu'on puisse la faire dans le courant du mois de septembre, début octobre au plus tard, pour qu'il puisse y avoir quand même au moins un mois de délai pour qu'ils puissent mettre en œuvre tout ou partie des préconisations que nous aurons pu leur formuler à l'occasion de notre restitution. Donc voilà, c'est pareil, j'ai essayé d'être rapide puisque je sais qu'on est contraint par le temps. J'espère pour autant avoir été suffisamment claire. Et comme je te disais, Romain, je ne pense pas que ce soit utile de partager à ce moment-là en tout cas dans cette visioconférence, les résultats avec l'ensemble des participants. Effectivement, si les restitutions n'ont pas eu lieu, du coup... Pas toutes. Donc du coup, on ne va pas en donner un et puis pas donner les autres. Enfin, voilà. Du coup, merci beaucoup, Dorothée, pour l'intervention. Je ne sais pas s'il y a des questions concernant cette intervention ou concernant les autres interventions qui ont eu lieu, s'il y a des retours ou des questions que vous voulez poser à l'ensemble. Alors, tous les intervenants ne sont pas toujours là, mais ne sont pas encore tous restés, mais vous avez la parole pour les 6 dernières minutes qui nous restent. Oui, Madame Dupont. Oui, bonjour. Moi, j'avais une question là sur l'application des 50% de produits durables, dont 20% bio, qui a été décalée par la loi Climat et Résilience au 1er janvier 2024 pour les acteurs privés. Et dans le tableau qui nous a été présenté au début, et puis qui est aussi sur le site Ma Cantine, effectivement, on distingue les établissements privés en fonction de si ce sont des établissements médico-sociaux ou des cantines d'entreprise, par exemple. Et j'aurais aimé savoir dans quel texte on fait cette distinction en fonction des secteurs. Alors, je ne sais pas si la personne qui a présenté le tableau était là au démarrage. Frédéric, je ne sais pas si tu peux... Oui, je suis toujours là. Bon, en fait, si vous voulez, c'est dans le décret d'application de la loi Egalim qu'on va retrouver une présentation un peu formelle de la liste des typologies d'établissements soumis aux différentes obligations et le calendrier rattaché à ces différentes typologies. Mais du coup, un décret qui est postérieur à la loi Climat et Résilience, alors? Ah oui, sur la... Comment dire? Normalement, oui, dans la logique, exactement. Je ne l'ai pas consulté moi-même,
Mais sur l'actualisation donc du tableau que j'ai présenté, hein, c'est ça que vous voulez dire? Oui, c'est ça en fait, parce qu'effectivement la loi climat et résilience est venue décaler la date d'entrée en application au 1er janvier 2024 pour les établissements privés. Et effectivement, dans vos tableaux, je vois qu'il y a quand même une distinction en fonction de la typologie d'établissement. Ouais. Et voilà, j'aurais bien aimé savoir où trouver cette distinction, mais de manière, enfin dans les textes quoi. Mais oui, je vais essayer de vous retrouver la référence du décret. d'accord, ok, bon voilà. Merci. Est-ce que d'autres personnes ont des questions ou des remarques? Donc, juste pour vous rappeler ou vous informer, donc l'atelier de cet après-midi commencera à 14 h. Il aura lieu, donc il se tiendra pendant 2 heures, de 14 h à 16 h. Et du coup, les 3 ateliers sur lesquels qu'on a construit avec Frédéric, donc ça sera l'accès aux produits locaux. On en a parlé. L'évolution des contrats et l'élaboration d'un closier type pour les acheteurs. Voilà, donc ce sera les 3 thématiques des ateliers qu'on animera avec Johan Manger du coup de l'ADEME, Frédéric et moi-même. L'idée là, ce sera de continuer, de poursuivre les échanges ou en tout cas de partager un peu les retours de bonnes pratiques, les freins que vous rencontrez, pour après ensuite du coup pouvoir apporter des réponses aussi, mais en tout cas générer l'échange tout simplement entre acteurs, entre vous et pouvoir poursuivre ce travail. Voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on va terminer là. Donc oui, c'était un contenu assez riche avec beaucoup d'intervenants. Il y a beaucoup d'actualités, donc on espère que ça a pu répondre à certaines de vos questions. Et dans tous les cas, si vous avez d'autres questions, on reste disponible dans un second temps pour vous guider ou en tout cas vous aider à y répondre, trouver des solutions. Voilà, écoutez, on se retrouve à 14 h pour les personnes inscrites. Pour le reste, je vous souhaite une bonne journée. Merci aux intervenants. Merci à vous, participants, d'être venus. Et puis, on vous dit à toutes et tous. à bientôt, à 14 h. Merci pour l'animation.